Aficionados de ce programme matinal, eh bien, nous sommes d'une humeur résolument festive ce matin sur Bonjour. Le Bénin, c'est bien normal, me diriez-vous. À quelques jours de Noël, l'esprit de fête se balade partout. Il est parmi nous, il est dans nos foyers, il est également sur ce plateau ce matin. Et ce rouge qui s'impose à la vue de tous un peu partout comme une couleur, on va dire, de vie, de renouveau également, de chaleur. Et il nous rappelle l'essentiel, le lien qui nous unit, le partage qui nous rassemble et surtout l'exigence d'une information juste. Pas de rouge visible sur ce plateau ce matin, mais il est bien réel, il est bien là, dans nos cœurs. Cette fidélité rouge vive qui nous unit déjà depuis de longues années. Merci de l'honorer une fois encore. Alors, sur Bonjour le Bénin ce matin, nous ouvrons avec la bûche jardinière. On la connaissait sous une version gâteau, mais aujourd'hui, nous la découvrirons, n'est-ce pas, autrement, en véritable repas. Ce matin, place à une entrée originale et savoureuse, inspirée du jardin où les légumes s'invitent avec fraîcheur et créativité pour ouvrir le repas en toute légèreté. Une autre façon de revisiter la bûche loin du dessert, mais tout aussi gourmande. Au cœur de BLB aujourd'hui, place à l'imaginaire et à la créativité avec CineKids à travers des ateliers ludiques, des récits animés et des moments d'expression artistique. Cet événement se donne pour mission de révéler le cinéaste qui sommeille en chaque enfant en éveillant leur sens de l'image, du récit et de l'émotion. Et parce que la fin d'année est aussi un temps de bilan et de projection, nous ferons bien entendu un arrêt sur une question essentielle, la santé. Est-ce le moment idéal pour effectuer un bilan de santé? Pourquoi est-il préférable d'anticiper plutôt que de subir? Une biologiste sera avec nous pour apporter des réponses claires et utiles afin de mieux aborder la nouvelle année. Voilà donc pour le menu. Voilà pour le menu ce matin. Merci d'être avec nous. Chers amis téléspectateurs, on vous souhaite de passer une excellente matinée avec toute la bande à BLB, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, qui est d'une humeur résolument festive. On va aborder cette émission, bien entendu, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humour. À présent, place au cœur de l'actualité. L'émission démarre avec l'information, la vraie, la riche et la variée. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Une note sur la nouvelle constitution du Bénin pour ouvrir ce bulletin. Au nombre des points qui suscitent actuellement les débats figure la trêve politique. Alors, de quoi s'agit-il concrètement et surtout, quels sont les motifs qui sous-tendent cette nouvelle mesure? Voici des éléments de clarification. J'ai donc promulgué la loi portant révision de la Constitution. Et c'est vrai que dans les nouvelles dispositions, il y a, je vais le dire ça abusivement, l'instauration d'une trêve. Mais en fait, ce n'est pas nouveau, madame. Dans le dispositif politique électoral du Bénin, ça tout le monde le sait, la campagne électorale en vue du changement des équipes politiques, que ce soit exécutif parlementaire ou aux exécutifs locaux, la campagne électorale, dans les tests qui organisent les élections aujourd'hui, la campagne ne peut s'ouvrir que, je crois, c'est 2 semaines avant le scrutin. C'est ça, les textes existants. Donc, théoriquement, dans les règles, dans les tests qui organisent la compétition politique, on n'est en campagne électorale que 2 semaines avant les élections, avant les scrutins. Et si vous lisez les nouvelles dispositions de la Constitution, c'est tout ce qui a été dit. On dit que la critique par les acteurs politiques est permise, elle est autorisée, elle est même normale, elle est souhaitée. C'est dans la Constitution. Il faut que les acteurs politiques, notamment ceux qui ne sont pas en charge, puissent commenter, critiquer l'action de ceux qui sont en charge pour qu'il y ait amélioration, pour qu'il y ait des propositions alternatives, pour qu'il y ait des solutions. Parce qu'on ne peut pas dire que ceux qui sont en charge d'une fonction
politiques ont la science infuse et qu'à eux seuls, ils détiennent la vérité. Donc, le principe même de la critique de l'action publique est consacré dans la Constitution, dans les nouvelles dispositions et de manière permanente. Il faut ne pas vous laisser entraîner par l'image des mots. Je dirais plutôt l'image, même pas leur contenu. Parce que le mot trêve paraît très fort. Mais dans son contenu, la trêve ne concerne pas la critique de l'action publique. Mais nous savons très bien que personne ne respecte les 2 semaines de campagne que prescrivent nos lois. Et c'est pour ça que nous avons voulu mettre le doigt là-dessus, utiliser un mot fort pour interpeller les consciences, pour dire qu'on ne peut pas être en campagne toute l'année, tout un mandat durant. Un président qui est élu un jour J pour 5 ans, pour 7 ans bientôt, pour peut-être 10 ans, peut-être on ne sait jamais, ou peut-être pour 2 ans ou 3 ans. Nous sommes dans un modèle d'élection générale. Quand un système est mis en, un régime est mis en place qui concerne l'ensemble des diverses fonctions politiques, parlementaires, exécutives ou locales, il ne faut pas qu'aussitôt après les élections, la campagne redémarre pour les élections qui auront lieu 5 ans après. Et c'est ça qui a été redit de manière plus forte dans la disposition qui prescrit qu'on ne peut pas faire campagne tout le temps. Et nous avons même élargi la période de campagne. On permet même que la campagne ait lieu, au lieu de 15 jours avant les élections, ait lieu même 1 an avant les élections. On allait plus loin que ce qui existait. Au Bénin, désormais, si un scrutin d'élection a lieu 1er janvier 2027, à partir du 1er janvier 2026, on peut commencer la campagne. Mais pas avant. Et c'est cette période où on ne permet pas aux acteurs politiques d'être en campagne que nous appelons trêve. Il n'y avait pas un mot pour le désigner précédemment. Nous avons utilisé le mot pour que ce mot soit utilisé avec sa force, pour que les uns et les autres sachent et s'engagent à ne pas être en campagne tout le temps. C'est tout. C'est ce que veut dire la trêve. Nous en faisons un foin terrible parce que nous sommes habitués à ce que même quand les textes existent, qu'on ne les respecte pas. Et il a suffi qu'on mette le doigt dessus, qu'on dit « oh là là, vous nous interdisez de parler ». Mais la disposition constitutionnelle consacre que la critique soit permanente. Après la signature le 12 novembre dernier du protocole d'accord avec l'UPR, le parti La Renaissance nationale a officiellement acté son adhésion au sein du parti leader du Bénin. Une cérémonie solennelle tenue en présence de l'ensemble des militants de l'ancienne formation politique conduite par Claudine Prudencio est venue consacrer cette union. Par cet acte fort, eh bien, les 2 formations scellent leur fusion dans une dynamique d'unification et de consolidation des forces politique et ce, bien évidemment, à la veille d'échéances électorales déterminantes. Reportage. Ici, ce n'est pas un simple ralliement que l'on consacre, mais l'aboutissement d'un choix politique mûrement réfléchi, celui de l'unité assumée. Il est vrai que le Parti Renaissance nationale est à la croisée des chemins et a librement choisi de mourir au fait de renaître de cette forme. Ce choix, jugé presque naturel du fait de ce que représente l'UPR, est essentiellement motivé par le besoin de continuer à s'approprier l'essence même du parti politique. Pour les ex-militants de la Renaissance nationale, cette adhésion dépasse le strict cadre partisan. C'est un acte fort, c'est une démarcation totale, c'est un alignement parce que vous aurez compris, le chef de l'État, il a souhaité que les partis n'aillent plus en rang dispersé. La présidente, elle a toujours su réfléchir et c'est une dame qui nous a inculqué des valeurs et ces mêmes valeurs, elle les a vues certainement au niveau de l'UPR. Donc, elle a pris une bonne décision et nous sommes prêts à nous engager auprès du nouveau parti.
En se plaçant sous l'ombre du baobab, Claudine Prudencio, titulaire sur la liste de l'UPR dans la 6e circonscription électorale, et les siens opèrent un choix stratégique pour l'avenir, celui d'une action politique plus lisible et plus cohérente. Cette adhésion n'est pas une fin. Elle marque un commencement. Elle ouvre un espace de travail, de rigueur et d'engagement au service de la nation. Nous faisons aujourd'hui un choix de responsabilité, de stabilité, de maturité politique. Ce sacrifice que je mesure qui est faux, ce sacrifice qui peut même, je le comprends, paraître douloureux, vous le faites sans doute pour l'Union progressiste renouveau, mais surtout pour le Bénin. La cérémonie est aussi marquée par une minute de silence observée en hommage aux soldats tombés le 7 décembre. À l'orée d'échéances électorales majeures, ce ralliement revêt une portée cruciale, consolider un leadership politique et peser davantage dans l'architecture institutionnelle et électorale du Bénin. Une campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde est actuellement en cours au quartier Guéma de Parakou. C'est une initiative de la vice-présidente de la République en collaboration avec l'ONG internationale Direct Aid. En tout, plus de 500 femmes et enfants issus de groupements de femmes placés sous le leadership de Mariam Tchabi Talata ont bénéficié de soins. Les détails, ce sera avec Michael Noati et Dorcastito Tchaledi. Distribution de médicaments, vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde. L'initiative émane de la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Tchabi Talata Zimé-Yerima, en collaboration avec l'ONG internationale Direct Aid. Nous sommes ici au quartier Guéma de Parakou. Il y aura la première phase où nous allons faire les prélèvements, aller au laboratoire technique afin de voir celles qui sont malades ou celles qui ne sont pas malades. Celles qui sont malades vont bénéficier des soins à l'endroit de la dite maladie. Et celles qui ne seront pas malades vont pouvoir recevoir le vaccin contre la fièvre typhoïde. En deuxième lieu, nous aurons à faire la campagne de distribution des médicaments essentiels. À travers l'initiative, Mariam Tchabi Talata Zimé-Yerima entend renforcer la santé des populations, surtout en cette période de fin d'année, les femmes et les enfants étant une cible de choix. Ces femmes seront dépistées à la tension artérielle et seront traitées des maladies courantes de la zone. À travers cette initiative, nous réaffirmons notre engagement constant en faveur de la santé communautaire et de la prévention des maladies et du bien-être des femmes, véritables piliers du développement social et économique de notre communauté. Il y a aussi la prise en charge des femmes enceintes parmi nous. Après la prise en charge, on leur donne les produits pour le bien-être de la femme et l'enfant qu'elle porte. Durant 2 jours, cette caravane médicale offrira une prise en charge complète et gratuite aux femmes. Un suivi médical est également prévu pour des éventuels cas complexes. Parlons à présent de ce congrès annuel pour la sécurité des patients et la qualité des soins qui a pris fin vendredi dernier à Cotonou. Les travaux ont permis aux participants d'échanger et de partager les expériences pour une bonne prise en charge des patients dans les formations sanitaires. Les détails, ce sera avec Rodrigue Blondoumé et Amandine Niambossou. 2 jours d'échanges autour du renforcement durable de la sécurité des patients et la qualité des soins sur toute l'étendue du territoire national. Le congrès annuel initié à propos s'est imposé comme un cadre de réflexion stratégique et de construction autour d'un enjeu central, le bien-être de la personne humaine. On voit bien que la question de la santé avec qualité, on est en train de faire des chevauchées, on est en train de venir à grands pas. On peut encore dire, voilà, ce n'est pas encore tout à fait satisfaisant, mais n'oublions pas qu'on est dans une sorte de préadolescence par rapport à cela. Nous allons arriver progressivement à obliger chacun de nos praticiens à avoir une assurance en responsabilité civile. Le ministre de la Santé retient de ce congrès la nécessité de renforcer la culture de la sécurité des patients
à tous les niveaux du système de santé, l'importance du leadership clinique et managérial dans la prévention des événements indésirables, le rôle central de la formation continue et de la redevabilité et de l'utilisation des données pour l'amélioration de la qualité des soins, et enfin la nécessité d'une approche systémique intégrant gouvernance, ressources humaines, financement et innovation. La rencontre a permis de mettre en lumière les défis, mais aussi les avancées et les bonnes pratiques en matière de sécurité des patients au Bénin. Je vous assure que le résultat que vous avez partagé avec nous est une raison majeure pour être content. Content parce que le résultat témoigne du fait que entre l'année dernière et cette année, les lignes ont bougé. Que aucun de vous n'est plus le même. Ce qui veut dire que l'appropriation du dispositif est en chemin. Aujourd'hui au Bénin, la sécurité des patients et la qualité des soins sont une priorité, avec des progrès significatifs déjà enregistrés dans ce domaine. Un commentaire porté par Yasmine Damata. L'Afrique judiciaire s'éveille pour le futur de l'une des révolutions du numérique. À l'ère des crypto-monnaies, la justice cherche à voir plus loin. Car oui, dans l'ombre de cette révolution numérique, des réseaux s'organisent. Escroquerie, blanchiment ou encore cybercriminalité frontalière. Pour les acteurs de la justice béninoise, le défi est immense. Un colloque scientifique s'est donc tenu pour définir les enjeux majeurs d'utilisation des crypto-monnaies et surtout proposer des pistes de légalisation de cette monnaie électronique. Reportage. Il ne circule plus seulement de main en main. Désormais, l'argent transite aussi de téléphone en téléphone. Au Bénin comme ailleurs en Afrique, invisibles et instantanées, les monnaies numériques sont parfois hors du radar de la justice. Longtemps réservées aux initiés, les crypto-monnaies sont de plus en plus au cœur des affaires judiciaires. Par exemple, avec la crypto-monnaie, nous avons un problème très sérieux, celui de la garantie. Sur quoi s'adosse la crypto-monnaie? Vous voyez, est-ce qu'on peut saisir, par exemple, la crypto-monnaie? Ça va être même très facile de procéder à du blanchiment de capitaux avec les crypto-monnaies. C'est comme la cybercriminalité, c'est comme le trafic, n'est-ce pas, de la drogue, c'est comme, par exemple, le terrorisme ou bien même les coups d'État. S'il n'y a pas de normes sur ces phénomènes-là, lorsque cela apparaît, chacun peut l'interpréter à son côté et ça peut devenir du désordre. Pour les hommes de droit, une question se pose. Comment juger ce qui ne laisse aucune trace physique? La justice s'adapte face à cette nouvelle criminalité. Magistrats, enquêteurs et chercheurs se forment, échangent, puis anticipent, comme à ce colloque scientifique, le tout premier sur les défis de la crypto-monnaie pour le droit africain et les professionnels de la justice. Ici, une conférence inaugurale plante le décor. La crypto-monnaie n'est pas plus forte que le droit, mais elle révèle par contraste les zones de fragilité du droit positif. L'objectif est donc de ne pas laisser le numérique devenir une zone de non-droit pour les pays du continent. Ce colloque arrive à point nommé. Il illustre la nécessité d'une coopération interinstitutionnelle et internationale, car les crypto-monnaies ne connaissent ni frontières, ni souveraineté territoriale, ni temporalité classique. Des questions cruciales émergeront sur la nécessité de création de chambres spécialisées ou encore les conflits de lois dans un écosystème décentralisé. Ce colloque de 3 jours va déboucher sur des résolutions devant contribuer à la construction d'un cadre juridique pertinent en matière de crypto-monnaie, une zone longtemps restée sans frontières et sans territorialité. Intéressons-nous à présent à cette visite de terrain effectuée sur plusieurs chantiers financés par la coopération japonaise au développement. Une visite initiée par l'ambassade au profit des journalistes. L'objectif c'est de constater l'impact de ces projets structurants dans les secteurs de l'éducation, du sport et des infrastructures routières. Françoise Insou, Alexandra Jotan.
3 chantiers majeurs, 3 secteurs stratégiques et un même partenaire, la coopération japonaise. Première étape de cette visite, le CEG Dokunseme à Semekoji. Ici, le Japon a financé la construction et l'équipement de 4 salles de classe modernes. Notre établissement, le CEG Dokunseme, souffrait d'un manque criard de salles de classe avec pour corollaire les classes volantes. Nous avons beaucoup de classes volantes, des effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Mais depuis que ce module de salle de classe est érigé, cela nous a beaucoup soulagés. Deuxième chantier visité, l'annexe de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport, INJEPS, à Adjara. Un gymnase moderne de judo construit et équipé selon les normes internationales y a vu le jour. Cette infrastructure contribue à la formation des jeunes et à la promotion du sport de haut niveau. Depuis 2015, ce gymnase est mis en activité et comme vous le constatez, il y a énormément d'apprenants. Et au point où ce gymnase est devenu exigu, c'est déjà un pied d'appel que nous faisons à l'ambassade du Japon pour dire que nous avons besoin de l'érection d'un autre gymnase. Ce dojo a permis un tant soit peu d'améliorer le niveau de pratique au niveau des étudiants, mais également d'avoir une certaine plus-value et une certaine reconnaissance de nos apprenants et de nos spécialistes au niveau de la fédération. Dernier chantier concerné par cette visite, l'échangeur en construction au carrefour Vedoko à Cotonou. Celui-ci vise à fluidifier la circulation et à renforcer la sécurité routière sur l'un des axes les plus fréquentés de la capitale économique. La construction de cet échangeur à Cotonou facilitera la libre circulation des biens et des personnes, l'amélioration de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, la stimulation du commerce tout en réduisant le temps et les coûts de transport. Les travaux de réalisation de cet échangeur ont été lancés le 28 octobre dernier et revêtent une importance particulière dans l'histoire de la coopération entre nos deux pays. À travers ces réalisations, estimées à plus de 15 milliards de francs CFA, le Japon réaffirme son engagement aux côtés du Bénin pour un développement durable, inclusif et tourné vers l'avenir. Et puis, vous vous demandez certainement où vous rendre en ce début de semaine pour faire vos emplettes. On vous aide à y voir plus clair avec ceci. Voilà qui vient mettre un point final à ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à toutes et à tous. Rachidat, c'est à vous.
Merci, génial. Merci d'avoir présenté le bulletin d'information, on va dire, avec maestria. On va vous retrouver demain toujours pour le bulletin d'information. À présent, voilà, place à l'actualité sportive, on va dire tout simplement. Pas d'instant politique ce matin, actualité oblige. On va décrypter un peu cette CAN Maroc 2025 qui s'ouvre donc, qui s'est ouverte hier. Et vous le savez, le match d'ouverture a donné le temps, on va dire, d'une compétition très attendue entre ambition affichée, pression du pays hôte et première certitude sur le niveau des équipes engagées. Et dans ce contexte, bien entendu, vous le savez, le Bénin est de retour à la CAN et avance avec détermination et l'envie de faire mieux que la figuration. Pour décrypter donc ce démarrage, cette ouverture de la CAN Maroc 2025 et analyser, pourquoi pas, les chances des Guépas. Nous recevons ce matin le grand, j'ai envie de dire, le big reporter sportif, Steve Maurice Zono. Bonjour. Bonjour Rachid, bonjour amis téléspectateurs. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi, très heureux. Je précise que vous êtes le directeur de publication du seul quotidien, on va dire exclusivement sport du Bénin, le champion. Comment se porte le champion? Le champion se porte bien. On a fait déjà quelques éditions pour cette CAN qui a démarré hier et on va faire plusieurs éditions à venir pour cette CAN, parler de l'événement. Vous savez, le Maroc, quand on le dit, c'est la fête au royaume, parce que le Maroc, il y a très longtemps que le Maroc a accueilli une compétition de CAN. Et après, aujourd'hui, le royaume veut s'unir, veut montrer à toute l'Afrique, à tout le monde entier qu'il est prêt pour accueillir de grandes compétitions, surtout qu'il y a une finale de Coupe du Monde en vue qu'il cherche à organiser. Alors, hier, on a eu droit à un certain Maroc-Comores, le match d'ouverture. Qu'est-ce que vous retenez de ce match? Déjà, il faut dire... Qui s'est soldé par 2-0. 2-0, oui. On a vu une équipe marocaine à l'entrée crispée parce qu'il y avait la pression. Vous n'êtes pas sans savoir, c'est pas souvent facile d'être dans la peau de pays organisateurs. Et on a vu les joueurs marocains. Il y a la pression. Il y a la pression, oui. Ils étaient crispés. Une première partie pas trop à jouer, à faire découvrir, à l'adversaire montrer ce qu'on veut faire. Mais après, on a vu Brahim Diaz, le joueur du Real, qui a donné le ton de cette partie. C'est vrai, il y avait eu un penalty critiqué par bon nombre d'observateurs, un peu jugé généreux. Mais après, le Maroc s'est repris quand Ibrahim a manqué ce penalty-là. Et le Maroc est revenu dans son match en seconde partie à la 55e minute. Le Maroc a inscrit ce but-là qui a vraiment libéré en quelque sorte les joueurs. Et il y a aussi ce but. Ça a déverrouillé, on va dire, toute une équipe. Et ça a permis aussi à Regragui de maintenant coacher, de mettre de nouveaux sons, comme on dit, de 100 jeunes. Et on a vu cette entrée réussie de El Kabi Ayoub qui a marqué un but spectaculaire. Je peux dire peut-être sans doute de me tromper, c'est peut-être le but de la CAN parce qu'il y a ce ciseau retourné. Ce beau retourné. Et je l'ai remarqué du pied gauche en plus. Oui, c'est la formation. Je peux vous dire, c'est la formation. Quand aujourd'hui, je ne veux pas lancer des fleurs au gouvernement béninois, mais je dis, quand on dit aujourd'hui de passer à l'école, de former les gens, de former les jeunes, vous avez l'impression sur ce but, quand vous voudrez bien analyser ce but, il sait à quel moment le ballon peut retomber, peut rechuter à son pied, et il lance le ciseau et le ballon rechute sur son pied et il fait la différence. Le gardien n'a plus... Une bicyclette incroyable. En tout cas, donc, ça ne s'apprend pas dans les rues, ça s'apprend dans les centres de formation, dans les écoles. Et aujourd'hui, le Maroc peut rivaliser avec beaucoup de pays européens. Je ne veux pas aller trop dans les détails. Je pense qu'au cours de cette analyse, on aura le temps de parler de ça. Alors, vous pensez que le Maroc est rentré dans sa CAN comme ça, avec ce score de 2-0? Oui, mieux vaut de mieux démarrer cette CAN. Vous ne gagnez pas 2-0, vous êtes devant votre public. Ce n'est pas souvent facile de gagner. Souvent, quand vous jouez contre des gens de pays où
les Comoriens, n'oubliez pas, hein, ils ont battu de grandes nations de foot pour être à la CAN. Il y a le Ghana qui est absent de cette CAN. Donc, ce n'est pas une petite nation de foot. Après, il y a le capitaine Chagama qui est rive-voltant. Il y a de petits éléments dans ces gens d'équipe jugés en griffe outsider qui vous font souvent mal. On pourrait peut-être assister à un match nul hier, mais le Maroc avait... Franchement, avec cette première partie décevante, on se demandait, mais, quel est ce Maroc-là? Parce que c'est quand même l'une des meilleures équipes, on va dire, sur le continent africain. C'est ça la différence. Oui. Après, quand vous rencontrez aujourd'hui le Maroc, le Sénégal, c'est des joueurs, c'est des équipes qui peuvent vous sortir plus de 3 joueurs qui peuvent faire la différence. Quand vous n'avez pas la solution en première partie, je pense que vous pourrez l'avoir en deuxième partie parce que vous avez des joueurs qui sortent du banc et qui apportent ce que vous cherchez, la solution. Et on en a vu hier, quand vous avez les Azouri, vous avez El Nesri, des joueurs qu'on avait déjà vus lors de la Coupe du Monde réussis par le Maroc, parce que le Maroc reste jusque-là le seul pays africain à atteindre l'étape de demi-finale. Ce n'est pas rien parce que il y a l'infrastructure sportive qui est installée. Vous allez au Maroc, on vous parle du centre Mohamed V, qui est un centre extraordinaire, hyper, pour ne pas dire ultra modernisé. Aujourd'hui, le Maroc n'a rien à envier à la France, le Maroc n'a rien à envier aux pays européens, puisque le Maroc, justement, veut organiser la Coupe du Monde 2030. Et aujourd'hui, ce n'est plus une bataille pour le Maroc, parce que le Maroc a déjà acquis l'organisation, mais la bataille aujourd'hui pour le Maroc, c'est de séduire la FIFA pour peut-être obtenir l'organisation de la finale de cette Coupe du Monde. Et le Maroc est bien dans son jeu, parce qu'on a vu en termes d'organisation hier, avec la participation de notre compatriote que je salue d'ailleurs, je veux parler d'Angélique Kidjo, qui était de la fête. Est-ce que cette ouverture est à la hauteur d'une Coupe d'Afrique des Nations? Quand on se remémore un peu la CAN Côte d'Ivoire, avant ça la CAN au Cameroun? Non, si chaque pays a ses différences. On connaît la Côte d'Ivoire avec l'ambiance festive où il y a la bière qui coule à flot. Bon, le Maroc, entre griffes, c'est pas ça. Mais après, il y a les ingrédients. Il y a la religion. Il y a la religion, oui, mais après, il y a les ingrédients qu'il faut mettre pour faire vivre. Vous avez vu les images qui ont circulé, la beauté des lumières et tout. Je pense que le Maroc a réussi l'ouverture de sa compétition. On ne peut mieux souhaiter pour une compétition africaine. Je ne vous l'ai pas dit au début. Il faut dire aujourd'hui que le Maroc a haussé le niveau de l'organisation de la compétition et ça va donner peut-être de l'entrain à d'autres pays qui peut-être viendront organiser en griffe cette compétition. La compétition de 6 stades est passée à 9 stades. C'est une première pour les pays africains qui, vous savez, majoritairement n'ont pas de gros moyens pour organiser ce genre de compétition. Donc le Maroc a mis le niveau... Les standards annoncés ont été donc atteints. Oui, le Maroc a... On s'attendait quand même à une ouverture flamboyante. Vous êtes satisfait, vous? Ça va? Moi, je suis satisfait. Ouais. Le standing n'est pas comparé. C'est le niveau européen. Donc après, c'est vrai, nous sommes en Afrique. On veut parfait, on veut mieux faire. Le Maroc, aujourd'hui, on n'a plus rien à reprocher au Maroc. Le Maroc essaye d'attirer juste les gens vers lui parce que vous n'êtes pas sans savoir, en 2013, le Maroc avait décliné une CAN et ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Exactement. La CAN organisée par les Sud-Africains, remportée par le Nigeria. Après, on s'est dit, bon, le Maroc ne veut pas trop, parce qu'il y avait le problème d'Ebola qu'on évoquait en ce moment-là. Et les gens ont critiqué le Maroc n'est pas prêt à accueillir l'Afrique et tout. Aujourd'hui, le Maroc montre qu'il est prêt à accueillir l'Afrique et il le fait très bien. Les matchs amicaux de certains pays de l'Afrique de l'Ouest ou même des pays qui ne disposent pas du stade homologué par la FIFA ou la CAF ont joué au Maroc. Et je pense, en termes d'infrastructure hôtelière, routière, quand vous prenez les autoroutes aujourd'hui au Maroc, ce n'est pas comparé non, mais ce pays, vous l'avez dit, il n'a rien à envier, n'est-ce pas, aux pays d'Europe. Ils ont atteint le développement. Ouais. C'est vrai qu'on n'est jamais satisfait à parfaire, à mieux faire, mais aujourd'hui, le Maroc a atteint le niveau, le seuil qu'on peut exiger pour un pays sérieux qui veut organiser de grandes compétitions. Revenons au match proprement dit. On aurait pu hier assister à un 3-0.
avec ce penalty qui a été franchement se louper, on va dire, tout simplement, qui a failli, on va dire, entamer complètement le moral des joueurs marocains. Oui, Brahim, c'est ça que j'évoquais tout à l'heure. Brahim n'était pas au mieux de sa forme. Oui, normalement, il ne devait pas être titulaire devant El Kaabi, qu'on connaît, on connaît son parcours du Maroc jusqu'en Europe et tout ce qu'il a fait. Après, ce sont les choix de Regragui, les coachs souvent, on n'est pas à l'entraînement avec eux, on ne sait pas ce qui s'est passé lors de la dernière séance. Peut-être il y a des décisions à prendre. Et ils sont obligés de prendre des décisions. Il a assumé, oui, un penalty manqué, ça fait partie aussi du football. Et après, l'équipe a fait la différence. Vous avez vu des joueurs formidables au niveau du Maroc aujourd'hui, des joueurs qui jouent au Real Madrid, des joueurs qui peuvent vous sortir des buts, comme vous l'avez vu, le but de El Kaabi. Je pense que le Maroc, aujourd'hui, sur ce match contre les Comoriens, a montré qu'il est prêt pour sa compétition. Il a essayé de gérer le stress en première partie, parce que l'équipe marocaine, à l'instar de Brahim Diaz, qui était beaucoup attendu et qui en première partie a fait un petit match, mais qui a sorti le grand jeu et qui a fini par être l'homme de ce match à la fin, au coup de sifflet final. Je pense que pour un pays organisateur qui a la pression, qui a su gérer la pression, on ne peut demander que mieux que ce qu'on a vu hier. Et ils nous ont offert un beau spectacle. Que ce soit les Comoriens qui n'ont pas démérité. Vous êtes... On a vu une équipe quand même du Comore en première partie qui allait sur toutes les balles. Beaucoup de courses, beaucoup de profondeur, mais à l'arrivée... Oui, rien au marqueur. Non, mais qui joue à bloc bas? Parce que quand vous jouez aujourd'hui bloc bas, vous ne pouvez pas faire la différence. C'est une équipe comorienne qui sait qu'elle ne peut pas aller de l'avant, aller se faire manger tout de suite. Ce qu'il faut faire, c'est de défendre avec ses qualités. Et ses qualités, c'est de défendre bloc bas. On a vu l'équipe comorienne qui ne dépassait pas pratiquement la ligne médiane et qui laissait complètement le ballon aux Marocains. C'était plutôt logique parce que la mandat offensive devant cette équipe n'est pas facile à gérer. Je pense qu'ils n'ont pas été ridicules. Ils ont joué... ils n'ont pas eu la faveur des supporters pour qui... Bien sûr, oui, c'est le pays hôte. Exactement, pour qui... le 12e même était là pour porter le Maroc. Exactement, si vous avez peut-être la chance d'aller une fois à Moulay Stadium Hassan, vous allez constater que c'est l'enfer. J'ai eu la chance de suivre un match de la CAN U23, Maroc-Égypte. C'était l'enfer pour les Égyptiens à l'arrivée. Ce sont les Marocains qui ont bien évidemment gagné. Donc, quand vous jouez dans une enceinte du genre, c'est difficile de contenir le pays organisateur. Le résultat que nous avons obtenu hier, ça ne peut qu'être autrement. Ils ont donné tout ce qu'ils ont. Comme dit, ils ont sorti tout ce qu'ils ont dans les tripes. Mais après, le Maroc est plus fort. Le Maroc a des joueurs pour. Le Maroc a des joueurs que nous avons tous l'habitude de voir chaque mercredi, chaque mardi en Ligue des Champions. Le Maroc aujourd'hui, c'est ce qu'on peut rêver en Afrique. Et je rêve ça pour mon pays, mon beau pays, le Bénin. Alors, Brahim, c'est vrai qu'on l'attendait sous une autre forme parce qu'il a l'habitude de nous offrir, n'est-ce pas, du beau spectacle. Hier, c'est vrai qu'il est sorti homme du match, mais on attendait beaucoup plus. Il fallait écouter aussi à la fin les fans de l'équipe du Maroc pour comprendre que c'est vrai qu'il y a eu une victoire, mais les attentes étaient quand même à un certain niveau. Et notamment, le public était satisfait de voir à un moment donné qu'on a fait entrer un certain Ayoub El Kaabi, il est un peu comme le chouchou du public, on va dire, et il n'a pas déçu hier. Oui, El Kaabi, on a parlé de son but spectaculaire tout à l'heure. Vous savez, quand vous avez des joueurs du rang dans votre effectif, vous ne pouvez qu'être heureux. Moi, je pense que on peut... Vous pensez qu'il sera titularisé au deuxième match? Brahim? Oui. Brahim sera remplaçant. Non, pas Brahim, El Kaabi. Oui, je pense... je ne suis pas le coach, je ne suis pas Regragui, mais je pense que si vous sortez d'un match comme ça et que vous voulez vraiment de résultats dans une compétition pareille, El Kaabi, pour moi, doit démarrer titulaire, mais pas à la place de Brahim, parce que Brahim, aujourd'hui, son concurrent direct, c'est Zazouri, le joueur de Betis Séville, l'ancien du FC Barcelone. Je pense qu'il a fait le match qu'il faut, parce qu'il y a la pression qu'il a su gérer.
C'est toute logique parce que il y a le bruit du public. Le public parfois est versatile. Le public n'est pas patient. Le match de football... Il veut tout de suite oui, un match de football, ça dure 90 minutes et plus. Et c'est jusqu'à la dernière seconde. Exactement, hein. le but peut venir à la 96e, la 95e et tout. Ils ont fait le job. Marqué 2 buts à 0, comme on a vu la CAN passée, la Côte d'Ivoire n'a pas fait mieux que les Marocains. La Côte d'Ivoire a gagné 4 buts à 0. La dernière sortie, on a vu la Côte d'Ivoire avait pris de l'eau face à cette équipe bissau-guinéenne, équatorienne, j'allais dire. Je pense que ce n'est pas souvent facile pour les équipes ou les pays organisateurs de bien démarrer leur compétition. On a vu sur d'autres compétitions, c'était difficile pour ces équipes de pays organisateurs de gagner. On a vu l'Afrique du Sud en 2010 qui était en difficulté face aux Mexicains, un but partout à l'arrivée. C'est souvent difficile aux pays organisateurs d'entrer dans une compétition comme ça où l'attente elle est très grande. Ouais. On veut tout de suite gagner alors qu'on... Imaginez déjà le tableau, un pays organisateur qui perd son premier match. Ah ça c'est difficile à gérer, mais il y a des pays organisateurs qui perdent et qui reviennent. Et hier, je pense que le Maroc a joué à miser la carte parfaite, comme on peut le dire. Le Maroc a fait ce qu'il faut. Vous ne pouvez mieux souhaiter que d'entamer une compétition sur une victoire. Même si hier, le match soldait par une victoire d'un but à 0, une victoire étriquée. Moi, je veux leur dire bravo parce que ce n'est pas facile en termes d'émotion, de gérer le stress, de gérer... Déjà, quand vous suivez la cérémonie d'ouverture, l'entrée des joueurs marocains, ils étaient un peu crispés, j'allais dire. Et peur aussi de décevoir. Je me suis dit, est-ce qu'ils ne vont pas passer à côté? Et cette ambiance qu'on a constatée d'entrée d'échauffement, ça s'est ressenti tout de suite d'entrée du match, la première mi-temps, qui n'a pas été du tout... Très décevante, la première mi-temps. On n'a pas vu une équipe ouverte de Maroc qui voulait faire la différence. Ça en est fallu peut-être le discours du vestiaire, le discours de Regragui, qui a peut-être requinqué un peu les garçons pour leur dire, ah oui, il faut vivre ces genres d'émotions. Vous avez joué la CAN en Côte d'Ivoire. Le Maroc déjà était attendu en Côte d'Ivoire l'édition précédente parce que le Maroc était dans la peau de l'équipe qui a mieux fait, l'équipe africaine qui a mieux fait, qui a mieux évolué en Coupe du Monde parce qu'il était demi-finaliste. Donc le Maroc était attendu. Le Maroc a joué ce match, son dernier match, avec beaucoup plus d'ardeur pour faire qualifier finalement la Côte d'Ivoire qui a remporté la compétition. Aujourd'hui, le Maroc est devant son public et il faut gérer le stress. Ce n'est jamais facile de gérer le public, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le public est souvent impatient. Le public veut tout de suite, quand un match commence, les buts. Mais les buts peuvent venir à tout moment. Les buts peuvent venir peut-être à la 90e. Bravo en tout cas. Bravo au Maroc qui fait une belle entrée dans cette compétition continentale. 2 buts à 0. On a aussi hâte, n'est-ce pas, de voir Hakimi. Son retour sans doute pour le second match. Oui, c'est vrai. Oui, c'est sûr. C'est vrai, Regragui nous a bluffé un peu en conférence d'avant-match en disant que Hakimi pourrait démarrer. Hier, il n'a pas démarré. Il était attendu parce qu'il était déjà sur pied. On l'a vu hier défiler avec son trophée de meilleur joueur africain, de ballon d'or africain. Le public l'attend impatiemment. Et vous savez, Hakimi, il a ce côté de quelqu'un qui est solidaire envers les gens. Il a une fondation à Casa qui entretient les enfants. Donc il est beaucoup attendu sur le plan sportif. On sait que c'est quelqu'un qui est, s'il est présent sur un terrain, c'est un joueur qui en vaut deux parce que vous n'êtes pas sans savoir son impact avec le titre. Dans le titre gagné par le Paris Saint-Germain était énorme. Je pense que Hakimi est attendu et on le verra très bientôt, peut-être sur le deuxième match ou pourquoi pas peut-être sur le troisième match. Alors très rapidement, avant de vous quitter, dans quel état d'esprit, on va dire, les Guépards arrivent dans cette compétition déjà ? Après 6 ans d'absence à la CAN. Difficile. Les Guépards, pour moi, arrivent dans une forme inconnue. Permettez-moi de le dire. Inconnue, vous dites, oui, dans une forme inconnue. Oui. Parce qu'on a eu 2 débâcles
il ne faut pas oublier, il faut être objectif, il faut dépassionner le sujet. On a vu nos 2 dernières sorties n'ont pas été à notre avantage. On a perdu nos derniers matchs. Oui, il y a une période de préparation pour la CAN, une période pas pour moi suffisante, parce que la FIFA a mis le verrou, les joueurs ont été libérés le 15 décembre alors que la compétition démarre le 21, donc c'était compliqué pour avoir un groupe homogène et tout de suite. Moi je peux vous le dire, le Bénin joue face à la RDC, nous sommes dans la peau d'outsider, oui, mais après, quel sera notre visage réel pour cette compétition? On a un héritage à défendre parce qu'en 2019, nous avons quand même été quart de finalistes. On ne nous attendait pas à cette étape de la compétition, mais on était là, on a laissé cet héritage-là. Est-ce qu'aujourd'hui, Stimounier et sa bande pourront nous aider à dépasser cette étape? Moi, je peux vous dire, je reste un peu sceptique sur le sujet, mais je sais que dans une compétition du genre, tout peut arriver, il peut y avoir des surprises. On espère la surprise côté Guépa. Ce qui est sûr, le Bénin a son mot à dire, c'est clair et net. Oui, le Bénin a son mot à dire. Vous êtes dans une compétition, on a joué déjà de grandes nations de foot africain, on a joué face au Nigeria, on a joué justement les Marocains, on a été battus chez eux 1-0 en amical. Je pense que le Bénin a son mot à dire dans un groupe très difficile. Et notre adversaire, moi je ne dirais pas comme tout le monde le dit, hein, notre adversaire, que c'est le Sénégal, la RDC, mais n'oubliez pas, le Botswana, c'est un pays redoutable qui a commencé sa préparation depuis très longtemps. Donc ça compte dans une compétition où vous avez vos joueurs qui jouent sur le territoire national majoritairement. Il y a la cohésion du groupe et tout. Aujourd'hui, le Botswana devant le Bénin a cet avantage-là. Merci Steve Maurice Zounon, reporter sportif, responsable également du journal sportif Le Champion. Et je précise que vous êtes aussi responsable média du Loto Popo qui organise d'ailleurs un tournoi qui a démarré hier, n'est-ce pas? Exactement, le Loto Popo qui organise chaque année le Loto Popo Foot à Noël. C'est la 5e édition cette année. On a démarré hier et on a déjà joué quelques matchs, disons les premiers matchs de poule. Et nous allons jouer aujourd'hui, ce matin, les tout derniers matchs de poule pour retrouver les demi-finales de cette compétition. La finale aura lieu demain avec la présence du préfet Bienvenu Milorin qui, depuis la première édition, nous fait le plaisir d'être toujours là. Voilà. Merci Steve Maurice Zounon, merci pour cette analyse sportive. On va vous retrouver sans doute sur d'autres numéros de Bonjour le Bénin, puisque l'actualité aujourd'hui c'est quoi? C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Merci. Et on va en parler de temps à autre sur l'émission, histoire de renseigner un peu nos footeux qui nous regardent ce matin. Merci d'être devant vos petits écrans, merci de nous accompagner tous les jours. Après le sport, place à présent à la créativité et à l'émotion. Événement à la une, c'est dans un instant, mais avant, direction la pause. Oh mon Dieu! On va se faire préparer avec Vitalor. J'en frémis déjà. C'est la meilleure des huiles. Et elle a le pouvoir de sublimer n'importe quel plat de chez nous. En plus, elle est saine et digeste. Rien à voir avec ces huiles de palme blanchies. Huile de coton, riche en vitamines et sans cholestérol, Vitalor 100% béninoise conserve parfaitement la saveur des aliments et s'adapte à tous les types de cuisson. Vitalor, bien plus qu'une histoire de goût. Sur nos plateaux, nos débats reposent sur le respect mutuel et la neutralité. Nous veillons à ce que les échanges restent axés sur les projets et les idées. Pas d'attaque personnelle, ni de discours de haine. Un média responsable est gage de confiance pour le citoyen. En période électorale, notre mission est d'informer avec rigueur, de veiller à un accès équitable de tous à l'espace médiatique et de garantir à chaque candidat une juste représentation. Un débat responsable, c'est la promesse d'élections apaisées. Le débat électoral doit être une tribune d'idées
Faisons des débats sur les médias un outil de paix, de transparence et de cohésion nationale. Notre rôle est d'éclairer les électeurs avec professionnalisme et impartialité afin que chacun vote en toute conscience, donner la parole à tous dans l'équité et la responsabilité. Voilà le sens de notre engagement en période électorale. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Usagers du service public, pour toutes vos plaintes et dénonciations relatives aux actes de corruption et de mauvaise gouvernance, rendez-vous sur le site www.dénonciation.bj ou appelez gratuitement le 155 pour soumettre en toute confidentialité vos préoccupations. Que ce soit pour la sollicitation et l'acceptation de pots de vin, l'abus de confiance ou l'escroquerie, le manquement d'un fonctionnaire dans l'exécution d'actes judiciaires ou de toute autre nature, la fraude en matière douanière, déversement de marchandises déclarées en transit, minoration de la valeur en douane, la fraude en matière fiscale, l'utilisation abusive ou à des fins personnelles de biens publics, la non-transparence dans les actes de gestion de l'administration publique, etc. La cellule de traitement des plaintes et dénonciations est à votre écoute. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Nous sommes dans la rubrique événements à la une qui parle essentiellement aujourd'hui d'un événement qui met le cinéma à la hauteur des enfants. Il s'agit de Ciné Kids. Patrick Diossou, le chroniqueur attitré de événements à la une. Bonjour Patrick. Bonjour Rachida, comment ça va? Ça va très bien. Alors, je le disais, Ciné Kids, c'est essentiellement le menu de événements à la une aujourd'hui. C'est essentiellement le menu. Aujourd'hui, nous allons parler de Ciné Kids, un événement qui permet de coordonner les enfants avec le cinéma, de les mettre en contact directement avec le cinéma. Vous savez que les enfants, ils adorent tout ce qui est cinéma, tout ce qui est image vivante. Donc, on va en parler avec celle qui représente le collectif des filles qui brillent. Elle s'appelle Capo. J'aime bien cette formule. Oui. Hein. Le collectif des filles qui brillent. Imaginez le topo ici déjà. Oui. Elles brillent. Oui, elles irradient le monde. Elles brillent. De par quoi? Leur intelligence, n'est-ce pas? Leur talent et, tout, et que sais-je encore. Voilà, oui. Diane Capo. Bonjour. Alors, comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Oui, très bien. Alors, bonjour le collectif, Diane Capo, bienvenue parmi nous. Et ce collectif, qu'est-ce que c'est? Un collectif de filles qui brillent. Alors, vous l'avez très bien défini à l'entame. Oui. Les filles qui brillent, c'est un collectif de femmes qui se sont réunies et qui travaillent dans le 7e art béninois, qui ont tout simplement fait la remarque, le cinéma, c'est d'abord nous qui travaillons d'arrache-pied. Donc, si on veut que notre cinéma évolue, il faut qu'à un moment donné, en plus de la caméra, on s'arme pour faire la promotion. Donc, on s'est réunis entre filles qui sont réalisateurs, productrices et autres pour former une seule personne. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, ce collectif a décidé de mettre le cinéma à la portée des enfants. Vous avez dit qu'il faut révéler aux enfants leur envie d'être cinéaste et leur envie d'être cinéphile. C'est bien ça. Oui. Alors, comment ça va se passer? D'abord, l'idée est venue pour comment? Quelle est la philosophie qui se cache derrière Ciné Kids? Le constat, il est tout simple. Pour qu'on puisse demain espérer avoir des cinéastes ou encore des cinéphiles qui vont faire la promotion de notre 7e art béninois, ça ne passe pas l'enfance. Parce que tout passe par la socialisation primaire. Et dans cette socialisation, nous, on a décidé d'inclure notre cinéma pour que d'ici 15 ans ou 10 ans, on puisse être en mesure de dire on a des cinéastes, mais on a aussi des gens qui ont l'amour du 7e art et qui seront prêts à aller dans les salles pour regarder nos films. Donc voilà le constat, c'est
former les cinéastes de demain, mettre dans leur tête que le 7e art, c'est un beau métier, c'est quelque chose de très noble, et mettre aussi dans la tête de ceux qui ne veulent pas faire du cinéma que c'est important quand même de regarder des films et d'avoir l'amour pour les films, tout ce qui est 7e art. Donc l'idée est partie de ça, et c'est la toute première édition. C'est le tout premier événement du collectif des filles qui brillent, qui marque quand même, qui fait une pause et qui vient dire aux enfants pendant la Noël, le 25 décembre, venez dans une cour commune, venez découvrir des films béninois et des films d'ailleurs. Il y aura tout type de films au menu, il y aura de l'animation, il y aura des films d'époque, il y aura aussi des jeux éducatifs autour du 7e art. Donc, des jeux éducatifs comme quel jeu? Enfin, si on peut il y aura bien sûr il y aura des contes. Des contes, oui. Des questions-réponses sur des histoires, des films qui sont passés, histoire de voir s'il y a des enfants qui, d'une manière ou d'une autre, ont quand même retenu quelque chose ou encore avaient des prérequis sur qui sont nos cinéastes béninois, qui sont ceux qui ont marqué, ou s'il y a des acteurs quand même que les enfants ont retenu. Donc après ça, on aura la poésie, on aura tout ce qui est chant. Ce sera vraiment un moment de récréation, mais un moment de récréation autour du cinéma. D'accord. Alors, Patrick, si tu le permets, une question. Quel est l'objectif? C'est quoi? Éveiller la créativité, l'esprit critique, le goût de l'image ou c'est tout à la fois? Quel est l'objectif? C'est un mélange de tout. Un mélange de tout. C'est un mélange de tout parce que le cinéma réunit tout ça. Le cinéma permet d'éveiller sa créativité, le cinéma permet de voyager, le cinéma permet de développer un goût particulier pour l'image parce qu'on n'est pas sans savoir aujourd'hui que l'image et le son, d'une manière ou d'une autre, c'est ce qui dirige ou s'apprête à diriger le monde d'ici quelques années. Donc c'est d'éveiller déjà la créativité au sein de ces enfants-là et de leur dire, habituez-vous à ça, parce que c'est ce que vous allez rencontrer tout au long de votre vie bientôt. C'est tellement bien dit en tout cas, Patrick. Donc quoi, il y aura des films, il y aura des ateliers, il y aura aussi des rencontres. Il y aura aussi des rencontres. Il y aura des cinéastes, des cinéastes qui font des films, qui seront présents. Il y aura des personnalités du 7e art béninois qui seront là pour rencontrer ces enfants, parce qu'il faut certes regarder, mais ce serait encore plus avec beaucoup plus d'engouement s'ils rentrent en contact direct avec ces personnes qu'ils ont l'habitude de regarder sur les écrans à la maison. Donc c'est D'accord. C'est intéressant, hein, c'est ça va se génial passer, très génial. Et ça va se passer le 25 décembre. Ça va se passer le 25 décembre à 18h30. Alors l'idée vraiment c'est de ne pas faire très classique, mais de faire un truc assez décontracté. Donc ce sera au sein d'une cour commune à Godomais, après la librairie Élite. Donc on va se retrouver entre enfants, entre grandes personnes, vraiment ça soit faire une projection plein air au sein de cette cour, s'amuser et voilà, dans une ambiance très conviviale. Les enfants, ils viennent avec les parents ou comment ça se passe? Bien sûr, on ne va pas appeler les enfants sans les parents. Ah, ok. Non, mais parfois, il y a des événements qui acceptent les enfants et qui prennent soin des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On amène les enfants peut-être autour de 17h, 18h, on revient les chercher quelques heures plus tard. C'est free, hein? C'est free. Vous pourrez venir avec, parce que vous pouvez venir avec vos enfants ou vous pouvez amener les enfants et puis partir. Mais ce serait aussi intéressant que... Ils seront en sécurité. Ils seront en sécurité. D'accord. Il n'y a pas de... Non. Ils seront vraiment bien encadrés. Il y a des encadreurs qui sont là pour ça, pour veiller à la sécurité des enfants, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et si les parents veulent rester quand même pour regarder les films aussi, ils sont les bienvenus. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Patrick Diosso? En projection, il n'y aura que des films béninois ou Non, il n'y aura pas que des films béninois. C'est un mélange de films béninois, sénégalais, marocains. Franchement, c'est un mélange de films africains qui sont des classiques. Il y aura par exemple La Petite Vendeuse de Soleil, qui est un film de Djibril Mambéty Diop. Et vraiment, il y aura des classiques qui parlent de l'enfance, surtout, parce que ce sera des contenus très éducatifs, des contenus qui réveillent la joie, qui réveillent le civisme au sein de ces enfants. J'allais aussi poser cette question, parce qu'au-delà du divertissement, il faut aussi un impact éducatif. Donc, quoi, le civisme, vous avez dit Il y aura des films qui parlent du civisme, il y aura des films qui parlent de la confiance en soi, de comment un enfant peut déjà avoir de la confiance en soi, de l'entrepreneuriat aussi, comment déjà dès la base, on peut avoir des idées,
croire en ses idées pour poursuivre ses rêves. Donc vraiment, ce sera du divertissement, mais du divertissement encadré. D'accord. Oui, encadré. Est-ce que les enfants vont venir avec des pop-corn, des amuse-bouches ou bien ils ont la possibilité. Vous les récréez aussi Il y aura de la récréation. Ouais. Il y aura de la récréation, mais les enfants peuvent aussi venir avec tout ce qui est goodies, tout ce qui est amuse-bouche, juste pour l'ambiance, pour que ce soit convivial et fun. Okay. Alors c'est une sorte, on va dire, de pique-nique cinématographique. Oui, voilà. J'imagine ce que ça va donner. Oui. Franchement, j'imagine le tableau ici. Ça va être quoi ce serait bien si on pouvait s'asseoir bien sûr, on déroule juste son pain par terre, on est tranquille, un air convivial, dans une ambiance, on va dire, naturelle, simplement. C'est ça. Donc les enfants, comme vous l'avez dit, ils seront assis sur des nattes. D'accord. Il y aura des nattes un peu dispersées, parce que la cour, elle est très grande. Oui. Donc dans l'intervalle de chaque diffusion, il y aura des pauses pour rigoler, pour dire ce qu'on a retenu, ce qu'on n'a pas compris. Si quelqu'un a des anecdotes, il y aura des jeux, il y aura des goodies aussi qui seront partagés puisque c'est Noël. Donc il y aura Papa Noël au rendez-vous. D'accord. Et voilà, ce sera vraiment un truc hyper fun. Ça commence à 18h30 et on s'assure de ne pas dépasser 22h parce que c'est des enfants quand même. Et puis voilà. Et ça va se passer où déjà? Ça va se passer à Godomé, dans la rue après la librairie Élite. Oui. Godomé, librairie Élite, c'est une publicité pour la librairie. Mais au moins on pourra se retrouver en retrouvant la librairie Élite. Après il y a un contact sur la fiche qu'on peut contacter à n'importe quel moment. Donnez le contact. Alors vous pourrez contacter le plus 229 01 61 98 31 15. Très bien. Alors, Patrick Yossou, c'est la première édition. Et tout de suite, j'ai envie de vous poser une question. Quelles ambitions vous nourrissez à travers Cinekid seulement au Bénin ou vous pensez au-delà les années à venir? Moi, je suis pressée, hein, parce que cet événement, je le vois franchement grandiose, assez innovant. Et j'imagine qu'on ne va pas s'arrêter à la première édition. Mais on ne va pas s'arrêter, bien sûr. Il y a Cinekid Bénin, il y aura Cinekid Côte d'Ivoire, il y aura Cinekid Burkina. D'accord. Parce que dans ce collectif, c'est vrai, nous, on est les filles, on brille, on porte le collectif, mais on a vraiment un vaste réseau derrière, de cinéastes aussi, qui sont prêts dans les autres pays à soutenir l'initiative et à accompagner en organisant chaque fin d'année comme ça pour la Noël le 25 décembre des Cinekid un peu partout. Un peu partout. Cinekid ça me permet de faire un coucou à Nelly qui n'est pas au pays, Nelly d'Almeida. C'est ça, Nelly Béanzin qui n'est pas au pays. Béanzin plutôt, Nelly Béanzin qui n'est pas là mais qui travaille beaucoup, qui a justement eu l'idée de Cinekid Bénin. Et grâce à qui aujourd'hui ça aura lieu, ça va se passer. Et puis voilà. Allez, Cinekid est là. Faites-lui de la place hein, et amenez vos enfants. Amenez vos enfants, c'est assez intéressant en tout cas. C'est un événement qui met la famille, on va dire, au cœur de tout. Parce que là où il y a les enfants, il y a forcément papa, il y a maman. Et quand les trois, quand cette cellule-là se retrouve, on va dire, les liens sont consolidés, on se parle, on se regarde, on s'embrasse, on s'enlace. C'est un moment, on va dire, très affectueux, en tout cas, où on apprend beaucoup de choses. Et donc, n'hésitez pas, faites-y un tour, envoyez vos enfants. On rappelle encore la date, c'est pour le 25 décembre, le jour de la Noël. Alors, pourquoi, en quelques mots, pourquoi aucun enfant ne devrait rater Cinekid? Pourquoi aucun enfant ne devrait rater Cinekid? Parce que ce qu'il va rater, ce sera de la magie tout simplement, et tous les enfants aiment la magie. Waouh! C'est bien dit, Patrick Yossou. C'est bien dit. C'est une semaine décisive qui nous conduit vers la fête de Noël. Et c'est un rendez-vous à marquer quelque part dans son carnet d'adresse. Et surtout, n'hésitez pas à composer le numéro de téléphone pour avoir les renseignements qu'il faut afin d'amener vos enfants. Je suis sûre qu'ils aimeront. Les enfants, ils aiment là où il y a les enfants. Parce qu'ensemble, ils s'amusent, ils jouent, ils apprennent. Et c'est comme ça que ça reste, comme dirait quelqu'un, dans le Congolo. Oui, tout à fait.
Voilà pour Cinekid. Merci à Diana Capo. Merci pour le passage. Et je disais Nelly Béanzin, c'est pas d'Almeida, Nelly Béanzin. Merci. Et elle nous suit tout le temps. Jusqu'à tout à l'heure, elle nous faisait encore signe. Merci pour cette initiative qui va porter très loin le cinéma. Pas seulement au Bénin, vous avez parlé mais au-delà, au-delà des frontières. C'est le 25 décembre, retenez-le, une date clé, Cinekid, c'est à Godomain dans l'avant de la librairie Élite. Vous restez avec nous pendant que Patrick poursuit sa rubrique. Patrick, on va parler maintenant du sapin de Noël. Oui, le sapin de Noël. Vous savez que c'est un objet décoratif. Actuellement, quand on parle de sapin de Noël, ça décore les salons. Mais est-ce que vous savez que le sapin, c'est d'abord un arbre? Un arbre. Exactement. Oui, nous, on a des sapins en plastique, mais c'est d'abord un arbre. Et cet arbre a un symbole, ou a des symboles. Nous allons parler de ce symbole, d'abord en partant du chant que vous connaissez bien, « Mon beau sapin ». Bon, ensuite, c'était... Moi, je ne le connais pas, en tout cas. Mon beau sapin, roi de la forêt, que j'aime ta verdure, chant bien connu dans l'avenue qui mène vers la fête de Noël. Le sapin, c'est un conifère, un arbre qui garde ses feuilles, ou plutôt ses aiguilles, toute l'année, pouvant grandir jusqu'à 60 mètres de hauteur et vivre jusqu'à 400 ans de longévité. Les sapins habitent les montagnes et les régions tempérées. N'étant donc pas natifs du continent africain, les sapins peuvent être vus dans certaines régions montagneuses de l'Afrique ayant un climat tempéré. En Afrique du Nord, les sapins poussent dans les montagnes de l'Atlas au Maroc. En Afrique de l'Est, une espèce qui n'est pas du vrai sapin apparaît dans les forêts de montagnes d'Éthiopie, du Kenya et de la Tanzanie. En Afrique du Sud, les montagnes du Cap abritent une espèce de faux sapin. En Afrique occidentale, on ne trouve que des sapins en plastique pour l'ornement de la fête de Noël. Au-delà de ce caractère ornemental, le sapin est un triple symbole. Primo, l'immortalité. Ses feuilles persistantes symbolisent une vie éternelle. Secondo, la fertilité. Ses cônes sont associés à la reproduction et à la prospérité de la postérité. Tertio, la protection. Le sapin non sauvage est souvent planté près des maisons pour éloigner les mauvais esprits. Et dans le contexte de Noël, le sapin comprend une trinité de symboles. 1. L'espoir. Il annonce la venue de la lumière et de la vie. Et pour les chrétiens, la venue de Jésus. 2. La générosité. Il est souvent décoré de cadeaux à partager. 3. La joie. Il est orné de lumière qui remplit d'allégresse les personnes réunies autour. Le sapin de Noël. Une histoire riche en symboles et richissime en symbolisme. Allez, le temps de ce reportage, j'ai appris quand même cette chanson, hein. Oui. Mon beau sapin, roi de la forêt. Oui. Mais vas-y, oh là là. J'aime bien ta verdure. J'aime bien ta verdure. Oui. Allez, le sapin de Noël, j'ai envie de dire, c'est le seul arbre qui rentre chez nous à la maison sans permission. Sans permission. C'est le seul arbre qui rentre chez nous sans permission. Oui. C'est le seul arbre qu'on ne va pas couper carrément. Bon, on le fait entrer. Et on prend tellement soin de cet arbre qu'on se demande pourquoi. Mais avec l'explication, le sapin a des symboles de fertilité, de prospérité, de longévité. Donc c'est normal qu'on puisse l'inviter à la maison pour la Noël. Diane Capo a déjà son sapin de Noël déjà? Bien sûr. Déjà? Déjà.
Patrick, et toi? Oui, mon sapin, il est déjà installé, mais comme dirait un ami, mon sapin, c'est dans mon cœur d'abord. C'est beau ça, en tout cas. La fête de Noël s'annonce à grands pas. Je sais que c'est des moments que les enfants, ils aiment. Hein. Les enfants, ils aiment bien ça. Les moments où on décore le sapin, les moments où vous leur permettez de positionner quelques boules, quelques petites fleurs à gauche et à droite. Ils aiment bien ça, c'est assez convivial. Et ça crée de la magie autour de cette fête. Et en parlant de magie et de décoration, vous avez vu à la fin de l'élément, les sapins en lumière, c'est Cotonou, tout simplement. C'est à Cotonou, ici. La nuit, faites le tour de Cotonou. Cotonou s'illumine, il est resplendissant, il est rayonnant. À l'esplanade de l'Amazone, vous allez voir cette magie, cette féerie, cette ambiance qui montre qu'on peut avoir du beau chez nous. Et c'est à l'esplanade de l'Amazone. Faites le tour. Allez, merci Patrick Diossou qui nous plonge déjà définitivement dans la fête. Je l'ai dit, ce matin, nous sommes d'une humeur très festive. Hein. C'est une semaine qui nous conduit à Noël. Et juste après Noël, il y a également la fête du Nouvel An. La fête du Nouvel An. Et donc, ça va être des émissions de BLB aux couleurs aussi, n'est-ce pas, de ces différentes fêtes. Restez juste avec nous. Diane Kako, que vous dire sinon? Vous souhaitez de passer de bons moments, de fête de fin d'année, n'est-ce pas? Merci à vous aussi. Merci d'être passé sur ce plateau. Patrick Diossou. Oui, merci. Vous vous éclipsez là, vous m'abandonnez Non, c'est pas un abandon, c'est juste passer de l'autre côté pour voir, pour continuer de voir. Allez, vous cédez votre place donc à Ghislaine Adimi qui va nous parler de la bûche jardinière. Et j'avoue que j'ai failli me tromper ce matin et je lui dirai pourquoi. Eh oui, notre Bénin qui bouge, notre Bénin des initiatives, notre Bénin de la créativité, notre Bénin du talent, notre Bénin qu'on aime si tant et qui se révèle toujours sur Bonjour le Bénin. Ghislaine Adimi, Ghislaine Bamidele Adimi. Bonjour. Bonjour, Achidate. Alors, je le disais aux téléspectateurs, tu as failli m'avoir, hein, Ghislaine. Quand j'ai lu bûche jardinière, j'ai pensé à cet objet décoratif. Parce que Patrick t'a montré les histoires de sapins, donc tu as pensé à la décoration du sapin. Et puis j'ai formulé un menu autour. J'ai failli me faire avoir. Mais franchement, c'est une belle découverte. Vous nous proposez ce matin, vous proposez de parler de la bûche jardinière, n'est-ce pas? Exactement. Allez, bonjour le Bénin, bonjour Achidate. Bonjour Ghislaine. Est-ce que vous avez prévu votre menu de Noël? Non, pas encore. J'avoue, non, pas encore. Je suis sûre que quand vous allez découvrir cette bûche, vous l'avez déjà vue en image, mais quand vous allez découvrir la composition... J'ai vu Ghislaine Bamidele comme ça. Vous la verrez tout à l'heure. J'ai vu. Et puis, ce qui a fini de me refroidir, c'est que j'ai vu ma chef d'édition, j'ai vu Karamat, qui dégustait avec beaucoup de plaisir. Je vais te raconter les coulisses tout à l'heure. On va suivre rapidement l'élément. Merci. On regarde ce reportage. Hello tout le monde, c'est la fête, Noël est là et on connaissait la bûche de Noël comme un gâteau, un dessert terminant généralement les repas de Noël. Mais tout comme la célébration de la nativité du Christ qui évolue avec les époques, la conception de la bûche de Noël évolue aussi avec l'ingéniosité des chefs cuisiniers. Et c'est tout comme la bûche jardinière que nous propose Madame Germanita Lavinon. Bonjour Madame Lavinon. Bonjour Madame, oui. On a eu dire que c'est vous qui fabriquez la bûche exceptionnelle qu'on nomme bûche jardinière. C'est quoi la bûche jardinière? Alors, la bûche jardinière, c'est un condensé de crudités et de protéines. C'est une entrée de repas de fête pour la Noël, pour le Nouvel An. Nous l'avons pensé pour faire plaisir à la clientèle. Voilà, c'est une entrée de repas, tout simplement. La bûche, généralement, on la prend en dessert. C'est ce qu'on nous a toujours appris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui on parle de bûche en entrée? Alors, en 2020, à l'approche des fêtes, je me demandais quelle nouveauté apporter pour ma clientèle.
Et je me suis dit, une bûche de Noël au dessert, une autre en entrée, pourquoi pas. Et donc, j'ai fait mes recherches et puis voilà, la bûche jardinière est née, tout simplement. Bingo, ça veut dire qu'on a aujourd'hui la possibilité d'avoir 2 bûches à Noël. Une bûche à l'entrée, la bûche jardinière, une bûche au dessert qui peut être du gâteau ou une bûche fruitée. Voilà. Alors, on va y aller pour la bûche jardinière, puisqu'on connaît déjà les autres bûches, la bûche jardinière. Comment est-ce qu'on prépare la bûche jardinière? Mais d'abord, qu'est-ce qu'il faut pour la bûche jardinière? D'accord. Alors, la bûche jardinière, on peut la faire sous plusieurs angles. Celle que moi je fais avec les crudités, on a besoin de pommes de terre, de carottes, tomates, betteraves, en tout cas tout ce qu'il y a comme légumes. Chacun y va à sa convenance, quoi. Vous mettez les légumes que vous aimez manger. Et puis voilà, ça se sert avec une bonne salade, du pain et de la vinaigrette. Voilà. Alors, on va passer à la pratique. Vous allez nous montrer comment condenser tout ça pour faire une bûche jardinière. D'accord, il n'y a pas de souci. On y va. Miam miam, notre bûche jardinière est prête. Et comme vous pouvez le constater, nous avons 2 couleurs différentes de bûche jardinière. Sur une planche verte, des couleurs de Noël toujours. Madame Lavino, pourquoi cette bûche, elle est orange et l'autre, elle est blanche? Tout à l'heure, quand on moulait la bûche, on a mis en premier plan la carotte, ensuite la pomme de terre et ensuite la protéine. C'est pour ça que là, on a la carotte au-dessus de la bûche. Okay. Alors qu'ici, on a mis la purée de pommes de terre au premier plan, ensuite de la betterave et de la viande hachée. Et donc, c'est pour ça qu'on a la purée de pommes de terre comme ça, au premier plan comme ça. Voilà, ok, donc c'est à volonté, c'est selon les goûts. Voilà. On passe maintenant à quelle étape? À la décoration. Ici, on a un mélange de crème fraîche, persil et de l'ail. D'accord? C'est avec ça qu'on va badigeonner notre bûche pour lui donner du goût aussi, de la beauté. La beauté, voilà, la saveur. Voilà. Une bûche, on fait un décor avec une fourchette. C'est à volonté. Chacun, vous faites travailler votre imagination tout simplement. Vous décorez comme bon vous semble. Là, moi, j'ai voulu mettre des olives. Et ensuite, donne-moi les... Et que serait Noël sans les apparats du Père Noël? Il ne faut pas exagérer non plus. C'est pas comestible, je tiens à le souligner, c'est juste décoratif.
Mais que c'est beau! Madame Lavignon, pourquoi les deux versions de la bûche jardinière? Nous avons pensé à deux versions, d'accord? Une version avec de la crème fraîche, ça fait plus gourmand et tout, ça va faire l'unanimité. Et l'autre version, un peu plus pour ceux qui sont en régime alimentaire et qui n'ont pas le droit de manger tout et n'importe quoi. Donc là, celle-ci, c'est un condensé vraiment de légumes et de protéines, pas trop de crème fraîche, donc celle-là est parfaite pour ce genre de personnes. Mais celle-ci, tout le monde peut prendre ça. Et il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Ah, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Et que vive Noël! Chers amis téléspectateurs, vous avez vu la bûche de Noël. On peut la voir en entrée, on peut la voir en dessert et c'est selon vos goûts. Allez, joyeux Noël à chacun et à tous. Oh, Ghislaine, mais qu'est-ce que tu m'as fait ce matin? Ben oui, j'espère que comme moi, vous n'avez pas regardé ce reportage l'estomac vide, hein, parce que ça donne juste envie de se plonger là-dedans. Et puis... non, mais franchement, c'était l'idée. C'est une idée de recette, franchement, à reproduire à la maison. Franchement, c'est... J'adore. J'ai pas goûté moi, mais déjà, ça donne envie. C'était comment Si Karama pouvait venir témoigner ici. Non, je veux même pas la voir. Parce qu'elle est partie sans moi, Karama Taguataou. T'es pas gentille, tu as fait la vilaine. Non, mais c'était bien, Non, c'était juste pour la charité. On vous a représenté, on a goûté à votre place. Et c'était comment? C'était ski? Non, c'était ski, je te dis. D'accord. Ah ouais, c'était vraiment bien. Donc c'est pour donner des idées de repas de Noël à nos téléspectateurs. Parce que chaque fois quand il y a les fêtes, on a envie de nouveau. C'est la même chose. C'est la même chose là. On est fatigué de manger cassoulet. On est fatigué de manger Rio Gras. On est fatigué de manger comme disent les sans feuilles. Ça, c'est de l'entrée. Ça, c'est une belle entrée. Oui, franchement. Vous pouvez manger votre cassoulet aussi après. Vous pouvez faire le riz. Et puis bon. En tout cas, ça permet de comprendre qu'on peut imaginer les repas comme on veut. Si Madame Lavignon a pu imaginer la bûche jardinière, nous aussi, on peut quand même essayer de faire les petits trucs à la maison. Hein. Pourquoi pas préparer le cassoulet autrement? Il suffit juste d'avoir un peu d'ingéniosité, de réfléchir un peu, de savoir ajouter des trucs et penser. C'est ce qui est bon dans l'art culinaire. En réalité, il est tout le temps revisité. Et c'est ce qui fait que on peut préparer, par exemple, je prends un exemple, le nenouï d'une certaine manière au Bénin et le préparer autrement, par exemple au Togo. Ou la sauce gombo, ailleurs. Ou les sauces aux feuilles que nous préparons. C'est pas pareil de la même façon au Cameroun ou même à Lomé à côté ici. Donc, et c'est pas la façon dont moi je prépare que Rachida se prépare. Ah oui, chacun a sa manière de préparer, mais il y a la base quand même. Il y a la base, évidemment. Pour te faire plaisir, on va amener la bûche chez toi, Karamat et moi, à Noël. Quelle bûche? La bûche jardinière. Ah, sérieux? On va amener la bûche chez toi à Noël. Et toi, tu nous proposes quoi pour le déjeuner? Pour le repas, il y aura l'entrée. Nous, on va amener l'entrée. Toi, tu vas faire le repas. Il y aura quoi? On ne veut pas du cassoulet. Parce qu'on est fatigué du cassoulet. On ne veut pas du cassoulet. Non, ça, on va voir ça en caméra. On ne va pas faire ça ici. Puis on a parlé. Moi, il y a un discours, nous, on va amener. Mais non, mais ça dépend. Je t'offre ce que tu aimes.
Tu aimes quoi? Vous voulez quoi? Bon, d'accord. Ah, ce sera à la 4. Choisissez. Donc, on choisit. Choisissez. D'accord. Et qui va nous offrir le dessert? On va avoir une bûche gâteau. J'offre quoi? J'offre, vous offrez l'entrée, j'offre le plat de résistance et le dessert. Il n'y a pas de souci. Eh bien, dis donc, super. Ah oui, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà. Merci Ghislaine, franchement, pour cette belle découverte. Je suis certaine que ceux qui nous regardent à la maison ont déjà quelques petites idées. Et donc, c'est une dame aussi qu'on peut contacter, hein, bien entendu. Vous pouvez commander ces bûches jardinières pour garnir votre table. Ça va séduire. Ça va encore séduire. Ça va séduire. Ça va plaire aux invités, surtout quand on a des invités à la maison. Mais ça va plaire surtout à la famille aussi, hein, d'avoir du nouveau sur la table, sur le menu dans le menu de la fête. Noël a commencé en tout cas. Noël a déjà commencé sur ce plateau. Je l'ai dit et je le répète depuis ce matin, nous sommes d'une humeur festive. Et vous verrez pas mal, oui. Comme tu as là, j'espère que tu vas nous faire venir le Père Noël ici. Hein. Père Noël, qui veut cadeau? Moi, je veux cadeau. Ghislaine. Moi, je veux cadeau. Je suis un enfant. J'aime les cadeaux de Noël. Et oui, il faut demeurer éternellement enfant. C'est important de le demeurer. Donc, parce que sinon, je demande mon cadeau. Je te réserve une surprise alors. Particulièrement une surprise pour ma belle et admirable Ghislaine Adimi. Merci d'avoir été sur ce plateau, Ghislaine. On se retrouve demain, n'est-ce pas? Oui, à la même heure. Toujours à la découverte de ces idées de génie. En tout cas, vous l'avez dit, les fêtes ont commencé et on ira fêter autant que possible avec les téléspectateurs aussi. Après avoir voyagé dans la créativité, on va dire aussi, hein, dans la créativité culinaire, pour être plus précise, intéressons-nous maintenant à ce qui fait l'essentiel, c'est notre santé, tout simplement. Et elle est déjà là, heureuse d'annoncer. Heureuse va nous guider ce matin et elle va nous aider avec son invité à répondre à toutes nos questions concernant le bilan de santé. Pourquoi est-il important de le faire précisément en fin d'année? Ou y a-t-il un moment indiqué pour le faire? Heureuse, bonjour. Alors Rachida, comment vous portez-vous ce matin? Je vais très bien. Et toi, ça va? Ça va, la semaine a bien commencé. Ouais, ça va. Parfait. Alors, on parle de... du bilan de santé. Ah oui, ça il le faut. Hein. Je dirais même que c'est le moment. C'est le moment aujourd'hui parce qu'on a mis toute l'année à courir, à chercher l'argent, à penser à la famille, à fêter. Mais notre santé, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais mis pied à l'hôpital. Hein. C'est ce qu'on souhaite de toute l'année, sans aucun bobo, sans rien. Et puis ils ont roulé. Mais on va leur demander quand même de faire un tour chez le médecin pour voir si tout va bien, sinon pour se rassurer que tout va toujours bien, mais avant. Parce que c'est comme on dit souvent, nous sommes tous des malades, on s'ignore. Ambulants, des malades ambulants, comme on le dit. Mais qu'est-ce que les citoyens même pensent du bilan de santé? Ont-ils jamais fait cela? Nous avons tendu le micro grâce à Génial Afouda, voilà, Monsieur Agbokam, qui a pu avoir l'avis de quelques citoyens sur le sujet et je nous invite à les écouter, à les suivre. Moi, non, je n'ai jamais fait bilan de santé. Pourquoi? Moi, juste parce que quand on est bien portant et qu'on ne se sent pas mal à l'aise, on n'est pas obligé de faire un bilan de santé. Je me rappelle, oui, je me rappelle il y a longtemps, mon papa m'avait amené, j'avais rien, mais j'étais parti faire, on m'a examiné. Je crois que j'étais en première comme ça. Ça fait une dizaine d'années? Oui, ça fait une dizaine d'années. J'ai fait un bilan de santé il y a de cela 5 ans, hein. Donc oui, je l'ai fait une fois. Vous l'avez fait spontanément ou parce qu'il y avait une raison particulière? Non, la première fois, je dirais, que je l'ai fait, c'était sur demande de médecin, donc pas obligation, quoi. Donc vous n'avez plus jamais fait après ces 5 ans-là? Non, non, non. Je n'ai jamais fait un bilan de santé. Pourquoi? Parce que bon, nous, on préfère les tisanes. Chez nous, on prend très souvent, régulièrement des tisanes chez nous pour ce genre de choses-là. Ah oui, j'avais peur du résultat, donc je fuyais en fait. Eh bien voilà. Les citoyens, beaucoup, ont dit non, ils ne l'ont jamais fait. La seule personne qui a pu faire cela, c'est sur instruction.
du service du responsable. Donc, franchement, c'est à conseiller, c'est à cultiver. Nous sommes sur ce plateau avec notre spécialiste, notre biologiste qui va mieux nous renseigner sur ce que c'est que le bilan de santé, quel est son contenu et quel intérêt le citoyen a franchement à avoir en faisant un bilan de santé, ne serait-ce qu'une fois. Là, maintenant, il va nous parler également de la périodicité. Docteur, je vais le dire, docteur Clémence Ousoupoé. C'est toujours mademoiselle. Je suis biologiste médicale, c'est vrai, mais je n'ai pas encore le titre de docteur. Pas le titre de docteur, vous êtes dans le domaine médical. Alors, notre biologiste est avec nous ce matin et avec elle, on en saura un peu plus sur le bulletin. Moi-même, je disais le bulletin. Le bilan de santé. Mais voilà, alors, Madame Ousoupoé, lorsqu'on parle du bilan de santé, pour commencer, quel est son contenu? C'est quoi concrètement? Alors, le bilan de santé, ça va être un ensemble d'examens, une série d'examens médicaux et biologiques qui sera réalisé chez une personne qui peut être en bon état de santé en apparence et qui va permettre donc j'aime la précision, bon état de santé apparente. Oui. Et qui va permettre d'évaluer l'état de santé général de la personne, mais en même temps de détecter de façon précoce certaines maladies et des pathologies qui auraient pu être là et voilà, sous-jacentes. Voilà, donc un bon état de santé, ce n'est pas forcément que tout va bien, ça peut être juste apparent. Franchement, j'ai bien envie d'apporter cette précision, raison pour laquelle on nous convie à faire un bilan de santé. Exactement. Alors, pourquoi dit-on souvent que c'est un outil de prévention? C'est un outil de prévention parce que on peut être, comme on le disait tout à l'heure, en bonne santé apparente, mais dans notre corps, il y a des choses qui ne fonctionnent pas toujours bien. Quand il y a ce qu'on appelle le système immunitaire, quand on est malade, on ne le ressent pas forcément tout de suite. L'organisme va chercher d'abord à nous protéger. C'est quand nos cellules immunitaires n'arrivent pas à nous protéger, les globules blancs, que nous allons ressentir les symptômes. Donc, le bilan de santé va permettre de détecter de façon précoce ces maladies-là et de pouvoir anticiper sur un meilleur traitement. Et il y a des articles qui disent que plus la maladie est détectée plus tôt, plus les chances de guérir et d'être mieux traitée sont nombreuses. Mais en quoi est-ce différent? Quelle est sa différence entre le bilan ou bien l'analyse que l'on fait lorsqu'on est malade et puis on nous fait un bon d'analyse? Exactement. L'analyse qu'on fait quand on est malade, il y a déjà des symptômes de maladie. Alors que le bilan de santé, il n'y a pas forcément de symptômes. L'analyse est faite pour confirmer ou infirmer un diagnostic, alors que le bilan de santé est fait pour évaluer de façon générale l'état de santé de la personne. En faisant un bilan, on est beaucoup plus dans la prévention. Exactement, exactement. Alors que l'analyse, c'est comme vous l'aviez dit. Oui, c'est pour confirmer le diagnostic et faire un traitement. D'accord, mais aujourd'hui, à qui est-ce qu'on doit conseiller de faire ce bilan de santé? Vous avez dit toute personne en bon état apparent, mais état de santé bien sûr. Est-ce que ceux-là qui ont déjà des problèmes de santé, les diabétiques, les hypertendus, ceux qui se connaissent déjà malades, on doit le leur prescrire encore, d'autant plus qu'ils ont déjà un protocole sanitaire qu'ils suivent? Normalement, les personnes qui sont malades, ils sont suivis, comme vous l'avez dit. Et il y a des contrôles qui sont faits de façon régulière pour permettre de suivre leur état de santé. Donc chez eux, s'ils sont pris en charge en tout cas, il y a des contrôles qui sont faits, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Pour les personnes qui sont en bonne santé apparente, il faut le faire. Il faut le faire pour voir si tout va bien effectivement. Et c'est ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est que si on se sent bien et qu'on va pour faire des examens médicaux, que tout aille bien. C'est ce qu'on leur souhaite. Mais il peut y avoir des cas où justement il y a des maladies qui sont là. On détecte des maladies. Exactement. On va prendre par exemple le cas du cancer du sein. Les femmes qui ont vaincu le cancer, qui témoignent aujourd'hui avoir vaincu le cancer du sein, sont des personnes qui ont été attentives et qui ont fait des détections précoces. C'est pour ça qu'on conseille aux personnes d'être attentives au moindre signe. Elles n'ont pas attendu en fait que le mal survienne. Exactement. Et même quand on parle d'autopalpation par exemple, dès le moment où la boule est détectée, il faut savoir que le cancer a déjà pris base. Il y a des milliers de cellules cancéreuses qui se sont déjà propagées. Donc, ce n'est pas, en fait, attendre au moment où il y a déjà le problème pour aller à l'hôpital. C'est déjà trop tard. Il faut l'importance d'un bilan de santé. Exactement. Au cours d'un bilan de santé ou suite à un bilan de santé, on peut détecter cela. Exactement. Et anticiper sur le traitement. D'accord. Et vous avez donné le cas, par exemple, du cancer du sein. Oui. Ah ben, franchement, ça...
Mesdames et messieurs, parce que oui, messieurs, il y a des hommes qui font le cancer du sein. Donc, sincèrement, il faut que... On anticipe dessus. Pour les hommes également, il y a des examens pour évaluer la fonction thyroïdienne et également vérifier s'il n'y a pas un cancer de la prostate qui soit probablement là, en fait, pour anticiper sur le traitement. Donc, en fonction de chaque personne, exactement, le contenu du bilan de santé est différent. Se fait. C'est en fonction du sexe, de l'âge et également des antécédents familiaux. Par exemple, si vous êtes dans une famille où vous avez eu des grands-parents qui ont souffert du diabète, on va insister par exemple sur la glycémie pour voir si vous n'êtes pas probablement une personne à risque et s'il ne faut pas faire attention. D'accord. Et quel est souvent le contenu basique? De façon basique. Les analyses basiques qu'on pourrait demander à n'importe qui. De façon basique, on va faire une numération formule sanguine. C'est pour voir s'il n'y a pas une anémie et en même temps voir s'il n'y a pas une infection. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, notre système immunitaire cherche d'abord à nous protéger. Si par exemple nous souffrons d'une infection bactérienne, on va constater que le taux de neutrophiles dans notre sang sera en hausse. Donc le fait de constater qu'on a une hyperneutrophilie, ça va permettre en fait de prévenir, de savoir il y a probablement une infection bactérienne qui est là, donc nous devons orienter un traitement pour ça. Également, on ne va pas oublier de faire les sérologies, aller checker si au cours de l'année, on n'a pas eu des MST ou des IST qu'il faut traiter et suivre. Et c'est dans ce cas on retrouve les VIH? Exactement. Exactement. On va également faire une exploration de la fonction hépatique. On va réaliser les examens comme les transaminases, on va doser azate, alate, ce sont des enzymes hépatiques pour voir si effectivement notre foie fonctionne bien. Également au niveau de la fonction rénale, on va doser l'urée et la créatinine pour voir effectivement si notre foie, notre rein est en bonne santé et si tout va bien. Donc le bilan de santé ne s'intéresse pas à tous les organes du corps humain? Normalement, chaque organe a sa spécificité. Quand on veut faire un bilan, on s'appesantit la plupart du temps sur les organes assez essentiels du corps. Le foie, les reins, les poumons. Et on va checker en même temps tout le sang pour voir le cœur exactement. Pour le cœur, il faut faire une électrocardiogramme. Également, contrôler sa tension artérielle, bien évidemment. Checker la cholestérol pour voir s'il n'y a pas un excès de cholestérol. Parce que l'excès de cholestérol va boucher les vaisseaux sanguins et va empêcher la libre circulation du sang. Mais aujourd'hui, à quel âge devrait-on commencer à faire un bilan de santé? On considère qu'une personne est adulte quand elle a 18 ans. Donc, à partir de 18 ans, normalement, on devrait pouvoir... C'est pas tôt, là, non? C'est une question de curiosité. Et vous avez raison, et je la comprends aussi, parce qu'on a eu une neurologue, la docteur Adamaï, qui a dit son plus jeune malade d'érection, qui souffre de dysfonction érectile, avait 17 ans. Donc il faut se lever tôt. Effectivement. Il faut se lever très tôt pour prévenir. Ça fait réfléchir. Vous savez qu'il y a des gens qui ont 40 ans, 45 ans, mais qui n'ont jamais fait de bilan de santé. Mais c'est réel. Ça existe. Oui, ça existe. Les femmes au moins ont cette chance-là. Ces femmes-là qui ont déjà eu à accoucher une fois dans leur vie, voilà, qui les examens ont eu cette chance-là. Tout ça. Sinon, franchement, quand il n'y a pas bobo, on ne va pas à l'hôpital. Il faut qu'on change ça. Oui, mais les femmes qui ont accouché n'ont fait que le bilan prénatal, non? Oui. Elles sont suivies à les consultations prénatales. Après également, il y a un petit suivi qui est fait. Mais il y a un bilan qu'on demande à la femme. Oui, avant qu'elle... la première constitution. Exactement. Mais c'est pas ça le bilan prénatal, non? En fait, je sais pas, c'est une question. Le bilan prénatal, ça va constituer plus en fait à évaluer la sérologie. Est-ce que c'est une femme qui est atteinte par exemple de l'hépatite? Est-ce qu'il faut la suivre? Est-ce qu'elle a le VIH? C'est plus ça. Et contrôler son état de santé, vraiment basique, en faisant en contrôlant sa tension artérielle de façon régulière. Mais beaucoup plus poussé, il faut vraiment aller dans le sens où on va explorer les fonctions de chaque organe pour vérifier si effectivement on n'est pas malade, s'il n'y a pas des pathologies sous-jacentes qui sont là. Parfait. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes disent je me sens bien, donc tout va bien, il ne faut plus aller chercher des problèmes. Qu'est-ce que vous leur répondez? Nous, on était en train de répondre depuis là. Est-ce que quand tout va bien, c'est que tout va mal? Quand tout va bien, ça ne veut pas forcément dire que tout va mal, mais quand tout va bien, il peut y avoir des choses qui vont mal. D'accord.
J'aime bien cette nuance. N'est-ce pas? Ouais. Il peut y avoir des choses qui vont mal. Donc, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et dire que je me sens bien, donc je n'ai rien. Et il y en a même qui vont dire, ah, je ne me sens pas malade. Quand je vais aller à l'hôpital, bah, les médecins vont me trouver une maladie. Ils vont trouver quelque chose à dire, toujours. Les médecins ne peuvent pas inventer quelque chose qui n'est pas là. On est là pour vraiment les aider. On est là pour aider la population. On ne peut pas inventer une maladie qui n'est pas là. C'est ça. Et c'est tout à leur intérêt, en fait, qu'on détecte le plus tôt possible certaines maladies pour pouvoir les sauver. Je vais profiter pour rendre un hommage à Nadia Sabé, la femme exactement, qui est décédée du cancer du sein, pour dire que c'est vrai que son exemple de résilience et de force inspire des milliers de femmes à travers le monde. Mais c'est en même temps un exemple pour dire aux femmes d'être attentives. Peut-être qu'elles seraient encore de ce monde si elles s'étaient levées. Exactement. Alors, moi j'ai une question. Quel signe devrait nous préoccuper? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre un signe avant. C'est ça. D'accord. Personnellement, je fais partie de ces personnes-là qui, chaque année, essaient de faire une mammographie. Ouais. Même si je suis en bonne santé apparente, même si je n'ai pas de boule dans les seins, même s'il n'y a rien, en fait, pour surveiller. On ne sait jamais. Okay. Et je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas quand on détecte la boule que ça commence. Ça a commencé bien avant ça. Il y a des milliers de cellules cancéreuses qui ont eu le temps de se multiplier. D'où l'importance. Une naturopathe le disait, ça commence il y a 10 ans. Quand vous constatez la boule, c'est déjà depuis l'enfance que ça a commencé à s'installer. Exactement. Raison pour laquelle il faut faire un suivi régulier et de façon annuelle si possible. De façon annuelle si possible. Donc ce bilan, j'avais cette question à poser, la périodicité, c'est une fois l'an? Oui, on peut le faire une fois l'an. Et à quel moment? En début, en milieu, en fin d'année, quel est le moment idéal pour faire franchement, ça dépend le check-up? C'est ça, le check-up. Ça dépend de chaque personne, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre la fin de l'année pour faire un bilan de santé. On n'est pas obligé de le faire. C'est vrai qu'en fin d'année... On est dans les bilans, en fait. De comment l'année s'est déroulée, qu'est-ce qu'il faut, les projets à venir, et on intègre ça dedans. Mais ce n'est pas forcément le moment. On peut le faire en début d'année, en milieu d'année. On peut même le faire en plusieurs étapes, vu que voilà, financièrement, on dit que c'est pesant. On peut programmer le faire en plusieurs étapes. Et les assurances prennent ça en charge? Oui. Il y a des assurances qui prennent les bilans de santé en charge. Également, quand vous êtes étudiant à l'université d'Abomey-Calavi, vous avez 80% de réduction sur vos examens médicaux de façon générale. Donc, ce sont des voies et moyens d'accès que l'État a mis en place pour permettre aux personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens financiers d'accéder à ces examens-là. Également, il y a des entreprises qui subventionnent à la fin de chaque année les bilans de santé pour leurs employés. Il y a la CIAB qui s'en occupe. Et ça, c'est intéressant. Je pense que toutes les entreprises devraient l'intégrer. Parce que quand vous avez un personnel en bonne santé, c'est que l'entreprise aussi, bien sûr, l'entreprise se porte aussi bien. Aujourd'hui, on parle de capital humain, on ne parle plus de ressources humaines et tout ça. Pour avoir un capital humain qui, franchement, contribue au développement de votre entreprise, il faut investir dans sa santé. Exactement. Mais aujourd'hui, je voudrais bien que vous reveniez sur ces idées fausses que nous diffusons déjà. Les idées reçues dans les réseaux sociaux, partout, qui malheureusement limitent les citoyens à passer à l'acte. Ok, c'est déjà pour commencer, la première des choses, ça va être le blocage financier. On pense que voilà, les bilans de santé, ça coûte cher, les examens médicaux, ça coûte très cher. C'est vrai que un examen médical va coûter ce que ça doit coûter, parce que ce sont des prix qui sont évalués en fonction de plusieurs paramètres. Cependant, il y a plusieurs moyens d'accès. Vous pouvez décider, par exemple, bon, on fait bien des épargnes pour se payer de nouveaux téléphones, le tout dernier iPhone. Donc pourquoi, par exemple, ne pas épargner de l'argent pour ça? Exactement, une épargne santé, par exemple, constituer une épargne santé pour ça. Oui, une épargne santé, oui. Donc pourquoi ne pas le préparer comme ça? Il y a également des personnes qui disent, bon, ce que j'avais déjà dit, que le médecin va inventer une maladie. Le médecin ne peut jamais inventer. Si vous n'avez rien, le médecin ne trouvera rien. Exactement. Voilà, si vous n'avez aucun symptôme, il n'y aura rien. Exactement. On n'invente pas de maladie. Non, on ne peut pas inventer de maladie. Tout ce qu'on vous souhaite, en fait, c'est que vous vous portez à merveille, de toute façon. Donc. Mais pour faire un bilan de santé, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre en amont? Il faut juste en tant que patient.
Il faut juste se rendre dans un centre. Ça doit se faire à jeun. Est-ce qu'il faut éviter de faire certaines choses la veille et tout ça? Oui, il y a des bilans de santé il y a des examens qui se font à jeun, notamment la glycémie, on va demander ça à jeun. Mais bien avant ça, il faut aller en consultation et dire à son médecin qu'on veut faire un bilan de santé. Oui. Et le médecin va vous donner un bulletin d'examen. Ouais, effectivement, voilà, un bulletin d'examen. Avec ça, vous vous rendez au laboratoire. Le biologiste, le technicien qui est là va faire le prélèvement et en fonction de ça, faire techniquer les échantillons, sortir les résultats. Vous renvoyez faire votre médecin. C'est ça en fait l'importance d'être référé par un médecin. Vous renvoyez faire votre médecin pour qu'au cas où il y ait des anomalies, vous puissiez être rapidement pris en charge. Donc, en fait, ce n'est pas le biologiste, l'analyste biomédical qui est en face du patient avec les résultats du bilan, mais plutôt un médecin, son médecin traitant ou celui qui a demandé le bilan de santé. Oui, le médecin lui donne un bulletin de santé qu'il va amener au laboratoire pour réaliser les examens. Quand les résultats seront disponibles, le patient va récupérer, ramener ça à son médecin pour qu'il puisse interpréter les résultats. Bien évidemment, c'est vrai que dans certains laboratoires, il y a des médecins qui sont sur place qui peuvent interpréter les résultats. Exactement. Et il y a même certains laboratoires dont le protocole permet d'émettre un bulletin d'examen. Mais ce n'est pas permis à tout le monde, en fait. Il faut toujours qu'un médecin soit là pour pouvoir assister et en même temps proposer un traitement si toutefois il y a des anomalies. D'accord. Mais le bilan de santé, il est cher. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. C'est quoi le prix le plus bas pour faire un bilan de santé, par exemple? Ça dépend des différents types d'examens qui sont prescrits. Exactement. Bon, si vous n'êtes pas une personne trop nantie, c'est vrai qu'on peut adapter la taille de votre bulletin d'examen à votre poche. Mais ce n'est pas ce qui est le plus conseillé, parce qu'un examen ne vaut pas moins qu'un autre. Ce qui est conseillé, c'est vraiment de faire... Mais il y a des examens essentiels, non? Exactement, des examens essentiels, comme NFS par exemple, c'est incontournable. C'est incontournable, il faut le faire. Mais lorsque vous avez dit on peut scinder le bilan de santé en plusieurs étapes sur l'année, exactement. Pour éviter le coût peut-être un peu en fin d'année. On fait tels examens en première étape et puis d'autres en seconde étape. Mais quand on vient pour faire l'examen, le bilan, la seconde étape du bilan, est-ce que le médecin ne va pas demander les mêmes examens passés? Parce que entre-temps, l'état de santé aurait évolué. Ça peut arriver. Par exemple, la numération formule sanguine, c'est un examen standard qu'on demande la plupart du temps quand vous souffrez de tout. C'est vraiment standard pour voir si dans votre corps vous n'avez pas une anémie, s'il n'y a pas de cellules qui sont un peu truc. Donc, on peut demander une NFS, mais par exemple, faire des sérologies, on ne peut pas demander de façon répétée si vous n'avez pas eu des comportements à risque et si vous n'êtes pas conscient d'avoir eu des comportements à risque. Ah ben là, ça rassure. Ça demande aussi qu'on soit le plus honnête possible avec son médecin traitant. De dire à son médecin traitant, j'ai fait un peu... j'ai fait des choses pas correctes. Par exemple, les travailleuses de sexe, elles sont informées qu'elles doivent faire des bilans de santé de façon régulière et être suivies. Donc, très souvent, c'est vraiment... j'ai pas envie d'être des clientes qu'on reçoit souvent au laboratoire en fait pour faire des contrôles. Oui, elles sont au courant qu'elles doivent checker le VIH. Et elles le font très souvent. Oui, checker l'hépatite B et tout. Elles sont au courant qu'elles doivent se protéger. Mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment suivre pour voir si tout va bien. Donc, c'est vraiment une catégorie de personnes assez attentives, bien qu'on ne l'imagine pas. C'est en fait ça. Quand même, c'est l'instrument de travail. Pardonnez-moi. Non, c'est l'instrument de travail, donc il faut être en bonne santé. Il faut être en bonne santé pour le faire, sinon un peu comme le conducteur de ZEM, qui doit veiller au bien-être ou bien à la bonne santé de sa moto. Exactement. C'est clair. Je voudrais qu'on fasse un récap avant de quitter ce plateau. Alors, le bilan de santé n'est pas réservé qu'aux malades. Vous confirmez? Oui. Tout le monde doit faire son bilan de santé. Exactement. Le bilan de santé doit se faire au moins une fois l'an. Oui. C'est ce qui est conseillé, la périodicité. Les jeunes, les adultes, les personnes âgées doivent faire un bilan de santé en fonction du sexe. Bon, je vais dire, en fonction du sexe, en fonction de l'âge, on doit faire son bilan de santé. Oui. Ils n'ont pas le même type de bilan de santé. Non, pas forcément. Pas forcément. Alors, les examens les plus courants
Vous avez parlé du NFS. On va faire les transaminases, azat, alat. Bon, épargnez-nous les termes techniques. On va explorer la fonction rénale. On va explorer la fonction rénale, voilà, on va explorer la fonction hépatique, le foie. Oui. On va réaliser une électrocardiogramme pour le cœur. On va faire on va doser la cholestérol pour les vaisseaux sanguins. Le cholestérol, voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a dit que le bilan de santé peut permettre de détecter plusieurs maladies, sinon toutes les maladies. Et vous avez pris le cas du cancer du sein, qu'on peut prévenir en faisant un bilan de santé. Exactement. Ça, il faut franchement insister là-dessus. Alors, beaucoup de personnes pensent que je me sens bien, donc je n'ai rien, je n'ai pas un bilan de santé à faire. Vous avez dit systématiquement, non, il faut retirer ça de sa tête. Oui. Le bilan de santé est même conseillé pour les personnes qui sont bien portantes. Oui, exactement. Parce que le reste a déjà un protocole de santé qu'il suit. Alors, la fréquence, on a parlé de la fréquence. Quelle chose autre on n'a pas dit encore? Les idées fausses, bon, le bilan de santé, c'est coûteux, certes, mais on peut faire ça de façon séquencée. Et même en fin d'année, il y a des hôpitaux, des cliniques privées qui mettent à disposition... un peu comme des promotions. Exactement. C'est vrai, il y a faciliter un docteur qu'on a eu ici. Il y a des réductions pour permettre à tout le monde d'y avoir accès. Je sais qu'il y a une dame, ça aussi, il y a une dame, un cardiologue qui a initié ça, récemment. Je crois que c'est courant cette semaine. On va peut-être voir comment la voir pour en parler. Exactement. Où elle fait ça pour réduire, précisément pour le cœur, parce qu'elle est cardiologue, précisément pour le cœur. Donc voilà des idées. Maintenant, un message. Alors, fort, je dirais, pour franchement convaincre ceux qui hésitent encore malgré tout ce qu'on a dit sur ce plateau. Je ne pense pas que je vais les convaincre, mais au lieu de convaincre, je vais dire ceci. Vous savez, ce sont les fêtes de fin d'année. Et qu'est-ce qu'on va constater souvent dans nos communautés? C'est qu'on va aller chercher la meilleure qualité de pagne qui soit. OK? La plus belle montre, se payer une belle paire de chaussures. Mieux, il y a des femmes qui vont faire des tontines pendant des mois pour s'acheter une très belle perruque. Il y a les hot dogs, mais en tout cas, aujourd'hui, et pour nos assiettes, on va aller chercher la meilleure qualité de cassoulet. 3 000 francs le kilo, je ne sais pas moi. 4 000 même le kilo, mais on va commander des bûches jardinières. Et le meilleur vin possible pour fêter le réveillon. Si nous sommes capables d'investir autant dans notre apparence physique pour être bien mis, beau, pourquoi on ne le ferait pas pour notre santé? C'est réel, hein? La question reste posée. Je vais laisser la responsabilité à chacun de répondre. Parce que c'est notre corps, il est de notre responsabilité d'en prendre soin. Mais encore faudra-t-il le vouloir, le décider et être prêt à investir là-dedans. Effectivement. Je pense honnêtement qu'on ne peut pas être plus honnête et plus direct que notre biologiste sur ce plateau. Et donc, à chacun juste de prendre ses responsabilités. Exactement. Il ne s'agit pas ici de convaincre qui que ce soit. C'est à vous de voir si votre santé vous importe. Si c'est prioritaire ou pas. Allez-y, programmez-le. Il n'est pas question d'argent. Vous l'avez dit, on s'est économisé pour s'offrir des choses. Finalement, c'est des fuites, quoi. Voilà. C'est des fuites en avant. Avec tout ce qu'elle a décrit. C'est des fuites en avant. Parce qu'en réalité, on peut mettre de l'argent de côté pour le faire. Et ce matin, moi, je prends l'engagement. Je prends l'engagement. Je prends aussi l'engagement. De le faire. Ça fait. J'ai pas envie de vous dire ce matin depuis combien d'années je ne l'ai pas fait. J'espère que chaque année vous ne prenez pas l'engagement. Non. Ça, c'est un engagement solennel. Et je le prends. Je ferai mon bilan de santé. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Toi qui me regardes, tu attends quoi? Il faut le faire. Un Bénin prospère, c'est un Bénin qui voit ses enfants en bonne santé. On ne peut construire ce pays si on n'est pas en bonne santé. Voilà. Et franchement, on a merci franchement oui. Qu'il faut des hommes, des braves valides, des citoyens bien portants pour s'unir, pour être assez participatifs au développement. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas fait. Il faut que je le fasse. Faites-le aussi. Franchement, aujourd'hui, elle a réussi à me convaincre. J'hésitais pas, mais toujours dans ce petit calcul, vous savez.
C'est mais pas facile. Alors que vous avez déjà un budget pour la fête. C'est pas facile, ma chérie. On fait tout sauf ça, en fait. Il y a tellement de priorités, en fait, que parfois on passe à côté de la plus grande priorité, qui est finalement notre santé. Parce que si vous n'êtes pas bien portante, vous ne pouvez pas porter de jolies robes, vous ne pouvez pas bien vous vertir, vous ne pouvez rien faire, en fait. Donc, c'est la santé. Investissons dans notre santé. C'est le message à retenir ce matin. Et moi, je vais dire, c'est franchement le moment. On ne l'a pas fait depuis le début d'année. Nous avons encore, je crois, quelques jours, une semaine à peine pour entrer dans une nouvelle année. Entrons dans la nouvelle année avec des informations claires sur notre état de santé. Et ça passe par un bilan de santé. Franchement, merci beaucoup. Merci. Je ne vais pas dire docteur. Non. Sinon, ils vont attraper ma veste. Merci beaucoup. Merci à notre biologiste, Clémence Ossogoué. Merci d'être passé. Merci en tout cas pour cet instant très instructif. On a appris beaucoup de choses et cela nous fait prendre conscience aussi de pas mal de choses. Merci et à très bientôt sur Bonjour le Bénin. Heureuse. Allez, tape là. Merci. À demain. Vous avez pris l'engagement. Oui, j'ai pris l'engagement. Place maintenant à l'actualité, on va dire, sous un autre angle, voilà, pour être plus précise. On va feuilleter un peu les journaux et il est là, l'homme lui-même qui incarne la revue de presse sur Bonjour le Bénin, Marcella Rossi. Marcella Rossi. Rachidette, bien maman, bonjour. On y va pour la revue de presse tout de suite? Bien sûr, nous allons tout de suite dans un tournant judiciaire majeur en République du Bénin. La nuit était longue, l'audience dense selon les journaux de toute façon. Vendredi 19 décembre, puis samedi 20 décembre 2025, après une procédure marathon, la criette a tranché. Candide Azanaï, président du parti Restaurer l'Espoir, est placé en détention provisoire. Fraternité raconte une chronologie précise des auditions sinon collectives, une dizaine de mises en cause, des chefs d'accusation lourds, provocation à la rébellion, complot contre la sûreté de l'État. En toile de fond, le coup d'État avorté du 7 décembre 2025. À 1h02, le juge des libertés ordonne l'incarcération à 2h01. La défense va réagir. Le moral de notre client est au top, ont-ils dit. Fraternité souligne le symbole. Première personnalité politique placée en détention provisoire depuis l'ouverture de cette enquête explosive. Un dossier hautement politique désormais entre les mains du juge d'instruction. Et puis, cette image forte avant de monter dans le fourgon pénitentiaire, Candide Azanaï lâche droit dans ses convictions. Je suis un guerrier. Le télégramme poursuit. Pas de retour à la maison. Un dernier regard, une accolade, un salut à sa fille. Puis cette phrase rapportée par Radio France Internationale, jetée comme un défi au destin. Je suis un guerrier. Après 8 jours de garde à vue, l'ancien ministre est inculpé. Le télégramme interroge le silence. Aucune autorité ne précise encore sa responsabilité exacte dans ce putsch manqué, mais son avocat est clair, la procédure est directement liée à la tentative de coup d'État. Retour à Fraternité qui ouvre un nouveau front dans cette affaire tentaculaire. Le journal révèle un élément sensible, une carte SIM enregistrée au nom de Tchabi Yahi, fils de l'ancien président Boni Yahi, aurait été utilisée lors des préparatifs du projet de déstabilisation. Fraternité va préciser. La ligne n'était plus utilisée par son titulaire, mais aurait servi à des échanges stratégiques en amont. Les enquêteurs cherchent désormais à remonter la chaîne réelle des utilisateurs de cette carte SIM. Une étape clé pour établir toutes les responsabilités. Interpellé, auditionné puis libéré sous convocation, Tchabi Yahi n'est à ce stade en tout cas sous aucune charge définitive, mais l'enquête se poursuit sous l'autorité du parquet spécial de la Criette.
Ce sera tout. Vous nous avez tellement embarqués dans cette revue de presse qu'on n'a pas vu le temps passer. C'est déjà fini, Marcel? Tout à fait. Oh là là. Mais bon, c'est pas grave. On se retrouve demain pour d'autres actualités. Tout à fait. Prenez bien soin de vous. Merci. Et surtout de votre santé, Marcel. Merci. Allez, chers amis téléspectateurs, c'est fini pour BLB de ce jour. On a parlé de pas mal d'initiatives. On a pris soin aussi de notre santé ce matin. Et n'oubliez pas, faites votre bilan de santé. C'est tout ce qu'on retient de cette émission. Allez, bisous. On se retrouve demain, 7h, 9h.